Mesdames, Messieurs, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît, chers amis, chers camarades. Dernière table ronde, celle sur l'aspect, la dimension politique. Dernière table ronde, je vous demande un petit effort de concentration. La dernière avec un nombre important d'invités en plus qui vont être amenés à s'exprimer et à qui je demande par avance et que je remercie par avance de leur esprit de concision. Voilà, je sais voilà, on a une table ronde de très très haute volée, donc je ne m'en fais pas. Donc je commence par présenter rapidement nos différents invités, même si évidemment vous les connaissez. Yannick Trigance, conseiller régional Île-de-France, secrétaire national éducation du Parti socialiste. À ses côtés, Émilie Cuchel, adjointe au maire de la ville de Brest et présidente du réseau français des villes éducatrices. À ses côtés, Grégory Frakoviak, membre du collectif de défense de l'école publique. En bout de table, Yanis Roder. Alors, on a mis juste le directeur de l'Observatoire d'éducation de la Fondation Jean Jaurès. J'aurais pu ajouter tellement de choses. Voilà, j'en resterai là, mais quand même, malgré tout aussi, l'implication et le poste de secrétaire général adjoint au Conseil des sages. Et puis à mes côtés, Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale du SEUNSA. Alors, on l'a vu ce matin à travers les différentes tables rondes et puis à travers les discussions et la présentation de l'étude IFOP, les attaques contre l'école publique qui sont nombreuses, qui est fragilisée, et puis un privé qui a le vent en poupe, effectivement, qui renforce finalement sa place. Alors on se demande, après tant d'années de politique publique à tous les niveaux, que ce soit à l'échelon local, à l'échelon régional, à l'échelon national, que peut-on faire? C'est un petit peu l'objet de cette table ronde pour essayer de sortir de l'ornière et quelles préconisations, quelles propositions on peut envisager. Je vais commencer par Yannick Trigance en lui posant la question extrêmement simplement et en l'invitant à se lever parce que j'ai cru comprendre que la position assise toute la journée l'avait un petit peu fatigué. Vas-y, je t'en prie. Comment réaffirmer clairement que l'école publique reste une priorité politique nationale et régionale? En somme, quels sont les signes à envoyer à l'école publique laïque? Bon, d'abord, je ne sais pas, est-ce que le micro? Oui, c'est mieux. D'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis très content de participer à ce beau débat. Alors, sur les questions qui sont posées et à l'issue de ce que j'ai entendu depuis ce matin, d'abord, je voudrais faire une remarque sur la question de l'enseignement privé. Je pense que l'enseignement privé se nourrit d'abord et avant tout des carences de l'école de la République. Et que le jour où chaque parent sera persuadé qu'en bas de chez lui ou de chez elle, eh bien, son enfant trouvera les conditions nécessaires à son épanouissement et à sa réussite, ses réussites, car il y a des réussites, je pense que la question ne se posera plus de la même manière. Et ça rejoint d'ailleurs ce qui se passe actuellement nationalement. Ça, c'est le premier élément. On est quand même dans un système aussi où, il faut le dire, l'État finance son principal concurrent. On est quand même un des rares pays au monde, il y en a d'autres, mais enfin, à un tel niveau financier, c'est quand même un sujet à ne pas écarter. Le deuxième élément sur le système, c'est qu'on a une politique nationale qui est totalement favorable à l'enseignement privé, vous l'avez dit, sous des formes diverses depuis ce matin. Et sur ce sujet-là, je voudrais simplement insister sur une chose. Depuis 2017, on en est à 8 ministres de l'Éducation nationale. Et on en est à 7 ministres depuis 2022. Ça fait un ministre tous les 6 mois pour l'école. Ça n'est même pas l'équivalent d'une année scolaire. On a un sujet par rapport à ça, et ça a été évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas être convaincu pour les autres si on n'était pas d'abord convaincu pour soi-même. Et quand on nomme à ce niveau de responsabilité des gens qui sont dans un entre-soi, ça a été évoqué aussi aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un véritable sujet. Ça renvoie aussi politiquement au respect et à la considération de la communauté éducative au sens très large du terme. Quand le poste de ministre de l'Éducation nationale se négocie par Gabriel Attal sur des histoires de sensibilité politique où finalement, pour compenser, on va donner le ministère de l'Éducation nationale à une proche, je trouve qu'il y a quand même un véritable sujet de fond sur la place aujourd'hui de l'éducation nationale au sein de notre République. Deuxième élément là-dessus, c'est la question des réformes. Je pense que s'il y a une alternance en 2027, comme je l'espère, je le dis ici et c'est enregistré, quels que soient les ministres, je pense qu'il va falloir faire attention avec l'histoire des réformes. Parce qu'à chaque ministre, une réforme, nos enseignants, et je vais en parler dans un instant, ça commence quand même à faire beaucoup. Et le temps du politique,
n'est pas le temps de l'école. Et que ce qui se passe dans la classe entre l'enseignant et ses élèves, c'est quand même aujourd'hui ce qu'il y a de plus important. Et quand on change à chaque nouveau ministre, on change de réforme, on dit c'est plus comme ça, c'est comme ça, on a la chance d'avoir des enseignants qui sont extrêmement professionnels, qui font les choses, mais on ne peut pas continuer de cette manière-là. Je voulais insister là-dessus pour démarrer. Le troisième élément, pardon, c'est l'absence de priorité du coup à l'école de la République. Enfin, aujourd'hui, on voit bien que depuis un certain temps maintenant, l'école, je dirais, je termine un ouvrage qui sera chronique de l'école macroniste, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit. Ça correspond, ça renvoie donc à un système. Et donc la question de la priorité à l'enseignement public, aujourd'hui, elle se pose. Ajouté au fait qu'on assiste depuis maintenant 2017 à ce que j'appelle un prof bashing, où il n'y a pas une journée, quasiment, à peine j'exagère, sans qu'on fasse porter la responsabilité de notre système éducatif et de ses difficultés, de ses défauts, même s'il a beaucoup de qualités, on l'a dit tout à l'heure, il faut le répéter, mais on a quand même un prof bashing aujourd'hui dans la classe politique dirigeante qui est absolument sidérant. On a quand même des enseignants qui sont les moins bien payés des pays de l'OCDE, on a des enseignants qui sont les moins formés des pays de l'OCDE, on a des enseignants qui ont le plus d'élèves dans leur classe, et on a des enseignants qui font le plus d'heures. Donc, on est quand même... Et après, on se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de candidats pour passer les concours d'enseignants? Je pense qu'à un moment donné, cette question-là, la question de la réhabilitation, de la relégitimisation de la place des enseignants au cœur de notre projet de société, elle se pose littéralement. Et donc, c'est le premier levier, à mon sens, pour refaire de cette école de la République une école qui soit, j'utilise le mot à dessein, qui soit attractive. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. On a besoin d'avoir une école publique qui soit, du coup, attractive. On a quand même, sur le prof bashing, je voulais insister là-dessus, on a quand même 91% dans une récente enquête, 91% des enseignants qui aiment leur métier, mais 77% ne le conseilleraient pas aux personnes de son entourage. Donc on est quand même dans quelque chose qui est absolument incroyable. Autre élément sur la question donc de nos enseignants, il y a deux éléments forts. Ça a été évoqué, je passe très vite, c'est la question de la formation. Enfin, la formation initiale et la formation continue, bien évidemment. Moi, j'ai enseigné 26 ans en éducation prioritaire, en Seine-Saint-Denis. J'étais en école maternelle notamment, mais aussi en école élémentaire. Et combien de fois, en tant que directeur d'école, j'ai eu à dire à mon collègue, écoute, finalement, formation continue, tu restes dans ta classe parce qu'il n'y a personne pour te remplacer. Donc la réalité, c'est ça là. Et je ne vous dis pas les ministres, directeurs d'école en maternelle, que j'entendais qui disaient que les enseignants de petite section, en fait, ils étaient bons à mettre des couches aux enfants en petite section, et c'était tout. Donc la question aujourd'hui, alors qu'on le sait à l'école maternelle, on devrait aussi avoir des enseignants extrêmement formés sur toutes les questions relatives du coup aux enfants de l'école maternelle. Formation initiale, formation continue. La revalorisation, bien évidemment. La revalorisation, il faut y venir. Il y a eu des choses de fait sur le début de carrière, mais enfin, les milieux de carrière, ça pose quand même une vraie difficulté. Vous le savez, un enseignant en fin de carrière, il gagne aujourd'hui en équivalent SMIC ce qu'un enseignant gagnait en début de carrière il y a 40 ans. Donc bon, voilà, et quand vous démarrez aujourd'hui à un peu moins de 2 000 €, que vous venez des Bouches-du-Rhône et que vous arrivez dans mon département de la Seine-Saint-Denis, une fois que vous avez payé le loyer et acheté à manger, vous ne pouvez pas retourner chez vous, voir vos parents, votre famille, faire l'aller-retour en TGV, ce n'est pas possible. Donc la question salariale, elle se pose. Le deuxième levier, il a fait l'objet de l'atelier précédent, c'est un levier qui m'est aussi très cher, c'est la question évidemment de la mixité sociale et de la mixité scolaire. Je rajoute la mixité scolaire parce que, vous le savez, il y a dans des établissements, et il faut aussi qu'on regarde bien les choses, il y a dans des établissements une mixité sociale avec les élèves qui sont là, mais le système produit une ségrégation entre les élèves. Il y a un rapport du CNESCO de 2015, je crois, qui montre que dans 47% des collèges, c'est le système lui-même qui produit une forme de séparatisme entre les élèves. Vous connaissez bien
les histoires de filières européennes, classes bilingues, etc., etc. Il faut qu'on se le dise entre nous. Donc cette question de la mixité sociale et scolaire, elle est absolument déterminante. Pourquoi? Parce que politiquement, elle renvoie à quel type de société on veut. Aujourd'hui, il y a en gros deux types de sociétés. Il y a la société de l'individualisme, de la compétition, de l'entre-soi. C'est un choix de société. Il y en a qui veulent ce type de société-là. Et puis, il y a la société de l'altérité, de la coopération et la société, finalement, qui est celle des fondements de notre école de la République. C'est un choix de société à faire. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est quel type de société on veut pour aujourd'hui et pour demain. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire société si on n'a pas partagé les mêmes valeurs sur les mêmes bancs d'une même école, au moins le temps de la scolarité obligatoire. C'est un sujet qui est compliqué. Pourquoi? On le voit bien dans l'opinion publique, on le voit bien auprès des parents. C'est compliqué d'expliquer aux parents que finalement, l'altérité, l'hétérogénéité, elle est bonne pour tout le monde. Et qu'en tout cas, c'est du gagnant-gagnant. Et que on ne peut pas, finalement, l'école ne peut pas construire la République sur des processus d'exclusion ou de ségrégation. Ça n'est pas possible. La République, elle se construit toutes et tous ensemble pour partager ses valeurs, au moins le temps de la scolarité obligatoire. Donc, la mixité sociale et la mixité scolaire, elle est importante, ça a été dit, je crois, aujourd'hui. 75% des 200 collèges dont les IPS sont les plus élevés sont privés sous contrat. Et 98% des collèges dont les IPS sont les plus bas sont tous publics. 98%. Donc la réalité de cette partition aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc, ma collègue qui était là tout à l'heure, Karine, parlementaire, avec d'autres, eh bien, on fait des propositions. Et là, c'est un vrai sujet politique. Parce que, encore une fois, il y en a qui n'en veulent pas. L'entre-soi aujourd'hui, il y en a qui veulent cet entre-soi, qui veulent rester ensemble et qui considèrent qu'on n'a pas, du coup, à se mélanger. Je terminerai sur cette question, donc j'ai évoqué la question de la mixité sociale et de la mixité scolaire. Je voulais également préciser sur la question de... Alors je vais retrouver mes petites notes. Oui, on a aussi un sujet qui est la question du collectif et du commun pendant la scolarité obligatoire. Aujourd'hui, en fait, on n'assiste pas à une forme de séparatisme social, c'est de séparatisme républicain. On a un séparatisme social, je le disais à l'instant, et donc il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce que je pense qu'une partie de notre problème réside dans le fait que les dysfonctionnements, alors ce que je vais dire va peut-être un peu choquer pour provoquer de réaction, mais je pense que c'est aussi sain pour le débat démocratique. Je pense qu'une partie de notre problème réside dans le fait que les dysfonctionnements ne nuisent pas à tout le monde. Ces dysfonctionnements, il y en a qui en profitent, et ils ne nuisent pas, il faut le dire, aux enfants des milieux favorisés et des milieux intellectuels. Et ça, c'est quelque chose qui transcende, y compris politiquement, qui transcende la droite comme la gauche. C'est aujourd'hui une réalité. Je prends un seul exemple, on l'a vu sur la réforme du collège, qui, à mon sens, était une bonne réforme, en ce sens qu'elle démocratisait finalement sur l'apprentissage des langues à beaucoup plus d'élèves que ce qui existait auparavant. On a vu ce que ça avait donné. Et je prends une autre, et je termine là-dessus, puisque le sujet revient dans la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, sur la question des rythmes scolaires. On a bien vu que quand on milite pour la lutte contre les inégalités et permettre à tous les enfants d'accéder à un temps qui correspond au rythme de l'enfant, avec à la fois du temps scolaire, mais aussi des activités périscolaires. On était quand même passé de 27% à 80% d'enfants qui bénéficiaient d'activités périscolaires, sportives, artistiques et culturelles gratuites. On était passé à 80%. On s'était adapté, la société s'était adaptée aux rythmes qui sont déjà préconisés depuis des années et des années. Et puis, on a vu ce que ça a donné. Et donc, je pense que politiquement, alors évidemment, demain, si on arrive en disant on remet l'histoire des 9 demi-journées de classe, etc., je ne suis pas persuadé que ça fasse plaisir à tout le monde. On a vu ce que ça a donné, y compris d'ailleurs dans le corps enseignant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, politiquement, il faut aussi savoir mettre un certain nombre de sujets sur la table. Celui de la mixité sociale et scolaire, il est à mon avis fondamental.
La question de la place des enseignants, elle est absolument déterminante aujourd'hui, mais ça sera sûrement dit après moi. Et puis aussi, un dernier élément, et je m'arrête là, quand je débat avec des responsables politiques qui ne sont pas de ma famille politique, tout le monde me parle de l'éducation comme un coût. Alors, c'est vrai, l'éducation, ça a un coût. Si on regarde quand même la part de la dépense en matière d'éducation par rapport au PIB, au produit intérieur brut, on constatera quand même qu'elle a diminué. Elle a diminué d'1 point en un peu plus de 20 ans. Alors, ce sont quand même quelques milliards, ces histoires-là. Donc, la question aussi budgétaire, elle est déterminante. Et je pense que, d'abord, sans même parler d'augmentation du budget, admettons un instant, mais rien que sur le budget existant aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'interroge politiquement sur la réorientation du financement de notre budget. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on investit quand même 30% de plus dans le lycée que dans le premier degré. Alors, je ne dis pas qu'il faut diminuer dans le lycée, mais ce que je dis, c'est que la question du premier degré, elle est absolument fondamentale. On le sait, c'est à l'école maternelle, à l'école élémentaire, que les choses se mettent en place, que les difficultés se cristallisent, que les inégalités s'aggravent, et après on arrive au collège, on s'interroge, on dit ah bah oui, mais bon, voilà. Donc je pense que cette question-là, elle se pose tout d'abord sur la reventilation, et Jean-Paul Delahaye en parle souvent de cette question-là, sur la question de la reventilation du budget, et puis aussi, dernière chose, c'est la question de ce qui se passe aujourd'hui, sur la question de la baisse démographique, ça a été dit ce matin. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui politiquement, c'est un moratoire sur les suppressions de postes, c'est-à-dire qu'on ne supprime plus aucun poste, sans supprimer, donc sans dépenses nouvelles du budget d'éducation nationale. Rien qu'avec le nombre d'enseignants, on peut profiter de la baisse démographique pour améliorer le taux d'encadrement et abaisser les effectifs des classes pour arriver à tendre vers la moyenne des pays de l'OCDE. Parce que la question des effectifs en classe, eh bien, c'est un élément, et toutes les enquêtes scientifiques le montrent, c'est un élément important dans la démocratisation de la réussite. Et donc, cette question de la baisse démographique, on n'a pas eu de chance entre 2012 et 2019, parce qu'il y a eu des postes de créés, mais il y a une hausse de la démographie scolaire. Et donc, en fait, avec les formations, etc., on n'a quasiment pas vu, il n'y a pas eu de baisse d'effectifs, et en plus, on a demandé aux enseignants de travailler une matinée de plus par semaine avec la réforme, donc là, on avait tout faux. Bon. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est profiter de cette baisse de la démographie scolaire pour garder ce que l'on a en poste budgétaire et améliorer les conditions de travail des enseignants et de leurs élèves. Voilà très rapidement. Et je disais donc, l'éducation, c'est un coût, mais c'est d'abord et avant tout un investissement parce qu'on investit dans la jeunesse et donc on investit dans l'avenir de notre pays. L'éducation, elle a aussi une portée économique dans un pays comme le nôtre parce que ce qui se joue, c'est aussi l'avenir économique de notre pays et donc l'avenir de notre jeunesse qui porte les destinées de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yannick Rigan. Je n'ai pas osé vous couper parce qu'effectivement, vous avez fait référence aux excellents chiffres de l'excellent baromètre UNSA Éducation sur le moral des enseignants. Je ne pouvais pas. Je choisis mes sources. Voilà, donc effectivement, c'est un totem d'immunité. Émilie Cuchet, je me tourne à présent vers vous. En vous posant cette question qui peut paraître simple mais qui est extrêmement complexe, à savoir comment est-ce que les collectivités peuvent contribuer à mieux soutenir l'action éducative, d'une part dans des écoles publiques évidemment, et puis aussi comment est-ce qu'on peut améliorer cette articulation ville-école, effectivement qui est un vrai sujet, cette question des articulations. Bah justement, je vais à la suite de Yannick. Pour moi, l'école, ce n'est pas que l'éducation nationale. On dit bien éducation et pas instruction. Et l'école fait partie d'un village, d'une ville, d'un quartier, et du coup d'une mixité. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, le débat autour de l'école ne se fait qu'entre experts. Elle ne se fait plus en niveau de citoyen et politique. C'est-à-dire, vous allez voir les municipales, pourtant c'est quand même en général, un premier budget des écoles publiques des municipalités. Peu de maires vont les mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, on va être autour de la sécurité, de l'emploi, tout sécurité et logement. Mais l'éducation ne sera toujours pas. Alors moi, je suis en politique depuis 2017, je ne connais que beaucoup. Mais je suis désolée, donc j'ai une expérience un peu faussée. Mais effectivement, je n'ai pas vu de débat aujourd'hui encore, dans peu importe les élections, de débat citoyen autour de ces questions-là. Mais entre experts, alors là, oui. Et experts très séparés. C'est-à-dire, vous avez l'éducation nationale,
Et vous avez l'éducation populaire de l'autre côté, comité de filière, j'en fais partie. Aujourd'hui, les associations sont quand même en grand danger. Et aujourd'hui et demain, si les enfants ne partent plus en vacances, c'est 1 mois de scolarité qu'ils perdent. Enfin, c'est un rapport, les vacances, et 2 mois de non-action d'un enfant en grande difficulté avec le temps scolaire. Et on les a séparés. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que je pense que moi, c'est les collectivités, c'est le seul endroit où on peut remettre tout le monde autour de la table et tout le monde ensemble pour débattre, en tout cas au niveau de son quartier, de son école, son collège, son lycée, avec les parents d'élèves, mais pas que, avec les associations d'éducation populaire, avec les associations X ou lambda, pour que l'école redevienne un lieu de citoyenneté et plus juste un lieu d'instruction où on apprend à lire, compter et écrire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il n'y a pas que ça. Notamment, justement, comme une collectivité, déjà, c'est peut-être par ça. Moi, je suis très pour remettre en place, alors pas les PEDT comme on a connu, qui était déjà une sacrée avancée pour beaucoup de villes, hein, parce que moi, je parle à hauteur de villes qui sont impliquées dans l'éducation, mais on sait qu'il y a plein de collectivités qui ne le sont pas, ou pas de la même façon. On en parlait ce midi. Il y a des collectivités qui sont très pour le privé, il ne faut pas se leurrer, enfin, des maires. Mais on a des collectivités qui le sont. Et le projet éducatif local, ça a au moins obligé même les maires à remettre tout le monde autour de la table et y être aussi autour de la table de ces questions-là, et pas d'une question bâtimentaire. Donc les projets éducatifs locaux, mais l'éducation ne commence même pas qu'à la maternelle, elle commence déjà à la crèche. Malheureusement, il concerne très peu d'enfants. La crèche, c'est le premier endroit où il y a une différenciation. C'est-à-dire que vous avez des enfants en école maternelle, ils rentrent avec 200 ou 300 mots, pendant que d'autres, c'est 3000. Donc ça commence dès 2 ans. Et c'est là déjà le rattrapage qu'il faut faire de l'école maternelle, c'est un rattrapage énorme. Les moyens des crèches, c'est essentiel. Ou les crèches ou alors médiathèque avec la petite enfance, etc. Mais ça commence là. Donc l'éducation, c'est bien de 0 à effectivement 30, après, l'âge qu'on veut, je pense qu'on apprend tous les jours dans toute notre vie. Mais voilà, moi je pense que c'est le rôle des collectivités, des projets éducatifs locaux où on remet tout le monde autour de la table et on parle du bien-être et des besoins de l'enfant et en fonction de là où on se place et où on est. Ce qui fait que les enseignants vont peut-être se retrouver un peu moins seuls face des fois à des solutions quand ils ont l'assistante sociale à côté que de connaître l'éducateur, etc. Moi je sais que par expérience lors du Covid, les directeurs d'école, je les ai tous appelés effectivement pendant le Covid, c'était compliqué. Ils m'ont tous dit mais heureusement que tu nous as embêtés avec tes réunions et 20 ans de réunions, parce que j'avais le numéro de l'éducateur, j'avais les réunions du service qui donnait les ordinateurs, j'avais le numéro de l'infirmière scolaire, perso. Donc voilà, des choses sont faites naturellement. Et sans que nous, on a bien sûr mis des choses en place, mais à moindre échelle par rapport à des fois des directeurs d'école qui sont complètement isolés dans leur école. Donc c'est ça, c'est les faire sortir de leur école, je trouve que c'est essentiel. Faire sortir les directeurs, la décharge, grâce au casier doublé, à changer les rôles, le rapport entre les collectivités et les directeurs d'école. Je parle beaucoup de premier degré parce que c'est un peu la mission principale des collectivités. Et ben, les directeurs d'école qui, quand ils commencent à comprendre comment on fonctionne pour la cantine scolaire, pour les marchés publics dans les grosses villes, pour avoir le matériel, etc., ils dépendent de nous, mais on ne se parle pas. On n'a pas le temps de se parler. Et ben, une fois qu'on a fait ce travail-là, et ben, ça enlève plein de petits accros partout. Ça simplifie les choses et les vrais sujets, on peut en parler en toute confiance. Et c'est là-dessus que je trouve intéressant. Et ça, je ne le fais pas avec l'école privée, forcément. Ensuite, c'est vraiment, je trouve, valoriser. Moi, quand je suis arrivée en adjointe en maire, en fait, à l'éducation, c'était de revaloriser l'école publique. Les belles affichages que vous avez du privé, vous avez des publicités très fortes. Et nous, on a fait, et la première année, les enseignants l'ont mal pris, parce que je disais, il faut valoriser votre métier. On n'a pas besoin, ce qu'on fait, c'est bien. Je dis, mais c'est parce que moi, je veux que ça soit dit à l'extérieur de vos écoles, que ça soit dit aux parents d'élèves, que la ville de Brest met 80% de bio dans ses cantines, c'est quand même pas rien, c'est un sacré effort, qu'on met de 100% EAC des artistes qui viennent dans vos écoles. Pourquoi? Qu'on a des classes chargées à 20 élèves, en moyenne 20 élèves par classe, c'est quand même une ville extraordinaire, et bien il faut qu'on le dise, parce que dans le privé, derrière, quand vous demandez, c'est 30 élèves par classe. Ça, les parents, ils entendent, surtout en maternelle. Hein. Ça, ils entendent. Et qu'on sait que quand un enfant commence en maternelle, il y a énormément de chances qu'il continue dans le public. Par contre, effectivement, s'il commence dans le privé, il va pas, ça va être très dur pour qu'il retourne dans le public. C'est tous ces exercices-là. On a fait les écoles orphelines. Écoles orphelines, c'est les collectivités, souvent du réseau français. On a travaillé sur les écoles qui ne sont pas REP parce que le collège n'est pas REP. Et donc, du coup, grâce aux IPS, on a fait des politiques vraiment ambitieuses, c'est-à-dire qu'on donnait déjà plus d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès aux activités aux écoles REP. Et là, on a rajouté les écoles orphelines, mais en valorisant.
c'est par exemple, j'ai fait une école orpheline. C'est vrai que c'est pas dans la culture de l'école de la République, c'est pas dans la mienne non plus, mais à un moment, on y va. Moi, je viens du monde associatif. Pour qu'on s'inscrive dans mon association, il fallait que je fasse de la pub. Donc, à un moment, on y allait. Et ben, on a fait pareil. Les écoles Émile, qui est un programme national, et ben, on les a mis en grand. Hein. Moi, j'ai fait des affiches sur les écoles. École Émile, on apprend l'anglais, on apprend toutes les langues et on y va, quoi. Et ben, cette école qui était près de fermeture, elle a une classe en plus cette année. Donc, en fait, ça marche. Les parents, ils sont malheureusement, mais c'est la réalité des consommateurs. Et si on montre que la pédagogie, elle est bonne, elle est très bien, les parents y reviennent facilement. Autre chose des collectivités, on dit que le financement, mais financement, ce qu'il faut savoir par rapport d'ailleurs à 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, on donne 50% du budget, c'est 50% l'État et 50% les collectivités. Donc, c'est pas rien. Les collectivités, on n'est plus juste on est vraiment un partenaire. On n'est pas juste là pour s'occuper des bâtiments. Des bâtiments qui coûtent de plus en plus cher. Mais quand on veut refaire une école publique, effectivement, moi, là, je me suis attaquée aussi au paraître de l'école. C'est-à-dire que on est une ville reconstruite, pas belle, etc. Les bâtiments ne sont pas beaux. Et on a repeint d'une façon plus enfantin, avec couleur, les écoles. Ça redonnait envie du courage. Et ça redonnait aussi envie aux immeubles à côté de se repeindre, de se rendre beau. C'est tout bête. Ça coûte un peu cher, les services, mais non, parce qu'il faut faire d'abord l'isolation. Et puis, vous comprenez, c'est une perte. Ça ne va pas le faire. J'ai dit, attendez, le temps que l'isolation se fait sur cette école, ça va être combien? 15 ans. Donc, on va refaire une peinture pour 15 ans. C'est pas grave si c'est pas parfait. Mais en tout cas, elle sera belle, l'école. Et l'enfant, je pense qu'il a besoin du beau. C'est toute la pédagogie de Pistoia, du beau, du donner envie, a envie d'y aller dans cette école. Donc, on a effectivement financé ce genre de choses. Sectorisation, un grand travail commun. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là, mais la sectorisation, ça a été aussi très fort. C'est-à-dire que là, on a retravaillé notre sectorisation sur la ville de Brest pour qu'elle soit mixte, plus claire. Mais après, il ne faut pas se leurrer. C'est là où je dis une école appartient à son quartier. Quand le quartier n'est pas mixte, il faut faire une école mixte. C'est d'une complexité sans nom. On y arrive, Toulouse a réussi avec des collèges. Quand on a des moyens, quand on a des volontés, quand on met tout le monde autour de la table, on peut. On ne peut pas être pareil partout, mais on peut y arriver. Par contre, moi, je trouve que dans la sectorisation, on l'a appelé mon école, mon quartier. Et en fait, la sectorisation, on l'a fait entre directeurs d'école et pas chacun face à son école. Souvent, les élus, on se retrouve face au directeur qui va défendre son école, puis celui d'à côté, puis après, on prend plein la figure. Ben, le fait de les mettre par mairie de quartier, par quartier, c'est-à-dire si tu prends la sectorisation, tu prends l'école d'à côté. Tu n'es pas tout seul dans ton établissement. Et la démographie qui baisse, c'est tous ensemble qu'on va affronter. Maintenant que je suis conseiller régional, je revis la même chose. Les proviseurs de lycée qui récupèrent, même en public, qui sont de la concurrence entre eux pour avoir l'option qu'il faut, qui amène le plus de monde, qui nous appelle pour la carte des métiers, c'est impressionnant. Mais si on remet tout le monde autour de la table, c'est-à-dire on défend l'école publique collectivement sur notre territoire, c'est-à-dire comment on fait pour le mieux, pour qu'il y ait un apprentissage mieux, parce que le bâtiment, il est comme ça. Si toi, tu as trop d'élèves, c'est de la tension pour tout le monde. À côté, ils perdent des élèves. C'est quoi la gravité? Alors, excusez-moi, hein, des enseignants, la gravité, alors je comprends de changer d'école, mais ça va, on ne perd pas un emploi. Enfin, je veux dire, quand on se met d'accord, etc., il y a un moment où on peut accepter pour les sauver l'école publique de ne plus être en concurrence pour rester dans sa propre école qui est à 500 mètres quoi, de l'autre. Et là, moi, il y a un moment, j'ai commencé à obliger. Et ben dans ces débats-là, c'est pareil, un débat, une rencontre, quelque chose de politique, et ben ils ont dû se mettre d'accord de la carte scolaire, entre eux, c'était entre eux qui s'engueulaient, et c'était plus la mairie qui prenait. Et puis moi, j'arbitrais à la fin. Et ben du coup, ils l'ont tous défendu, cette carte scolaire. Ils l'ont défendu, et ils ont défendu, et c'était plus, ouais, mais il y a le privé derrière qui, il y a le privé qui. Ils ont défendu leur carte scolaire, et je trouve qu'aujourd'hui, ça fait la deuxième rentrée, on a gagné des élèves, et le privé a enfin perdu des élèves. Sur une ville de Brest, c'est pareil. Donc voilà. Et je pense que c'est collectivement, vraiment, c'est les enseignants doivent défendre leurs écoles, leurs projets, être fiers de ce qu'ils font. Complètement. C'est les animateurs. C'est aussi, je suis désolée, le rythme scolaire, quand j'entends des enseignants qui disent on a fait des centres de loisirs. Alors je disais, ok, vous êtes la Biocop, plus vous direz que Lidl est meilleur, les gens vont aller à Lidl. Donc dites aussi que le fait qu'on mette des animateurs dans les périscolaires, qu'on fait des activités, soyez fiers de votre école publique, ce que la ville a mis en place. Collectivement, tout n'est pas parfait, il faut améliorer des choses. Soyez fiers de ça. Plus vous en parlerez positivement, plus les gens vont vous l'entendre positivement. Plus vous dites qu'il y a des animateurs qui ne sont pas formés, la ville ne fait rien pour nous, les bâtiments sont mal. Le moindre petit souci dans les conseils d'école, eh ben, c'est aussi compliqué. Donc voilà, je provoque un peu. C'est vrai que les enseignants, moi je les défends beaucoup, mais des fois je me dis, il faut qu'ils apprennent à défendre leur outil de travail
plutôt qu'en conseil d'école dire il n'y a jamais de travaux, c'est dangereux pour les enfants, la mairie s'en fout, bah alors il n'y a rien de mieux pour que les parents aillent à côté. Donc voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup, Émilie Couchel, avec des propos qui, à mon avis, feront réagir et instaureront le débat. C'est pour ça que, effectivement, on va vraiment essayer de garder le rythme qui me semble bon pour pouvoir prendre quelques questions dans la salle. On a parlé du niveau national et des collectivités, du rôle politique, maintenant des acteurs avec Elisabeth. Est-ce que, alors, Yannick a commencé à tracer un petit peu cette perspective. Quelle priorité, selon toi, pour restaurer l'attractivité, redonner confiance au personnel et j'allais dire également dans cette grande communauté éducative aussi aux familles? Tu as 5 minutes. Merci, moi. Déjà, je voudrais commencer par dire qu'il me semble très important que l'on puisse mettre la lumière sur la place et le rôle des personnels de l'éducation nationale sur ce choix de l'école publique. Et ce que vous avez dit, Émilie, est très révélateur justement sur le rôle des enseignants. Dès l'entrée dans le métier, on ne nous parle pas de ce choix de l'école publique. Donc, dès l'entrée dans le métier, il n'y a pas de sensibilisation à ce que l'on doit porter en tant que personnel de l'école publique et laïque. Donc, forcément, les priorités, elles vont aller après sur le plus vital, ce qui met le plus en difficulté et qui s'est aggravé ces dernières années, je vais y revenir. Sur la dernière réforme de la formation, réforme du recrutement et la formation initiale, justement, il y a tout un volet sur la conscience d'être agent public et d'être acteur de l'école publique et laïque. C'est assez nouveau. Nous, en tout cas, au niveau du SENSA, on y a fortement poussé. Et avec l'instauration du comité de suivi de la réforme, c'est quelque chose que l'on va suivre de près, parce que c'est central. Et ça faisait de nombreuses années qu'on l'attendait. Alors évidemment, une société et des familles qui sont en confiance avec l'école, c'est avant tout une société et des familles qui sont en confiance avec les personnels de cette école. Ça peut paraître une évidence, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand aujourd'hui, je vous rappelle, parce que je ne vous l'apprends pas, un portrait en nombre insuffisant, quasiment plus remplacé, voire plus remplacé du tout, de moins en moins formés sur leur métier, de plus en plus sollicités sur des compétences qui sortent de leur métier, on va parler des médecins, des infirmières, des psychologues, de plus en plus contractuels aussi. Voilà le résultat d'une politique éducative menée à rebours de l'intérêt du service public d'éducation, toutes ces dernières années. Yannick, tu en as parlé aussi. De quoi faire douter et même effrayer toutes les familles qui amènent leurs enfants à l'école publique. Et vous l'aurez compris, de quoi effrayer également les personnels eux-mêmes, de s'engager ou de rester dans le métier. Alors, puisque le tableau serait incomplet si on n'y ajoutait pas ce qui se voit moins, mais qui est aussi une réalité, je vais surenchérir en disant de moins en moins payés, de plus en plus assommés de travail, de plus en plus infantilisés, de moins en moins considérés dans leur parcours professionnel et leur avenir professionnel, mais également pour leur santé. Mais attention, ce débat peut être piégeux. Attention à ne pas laisser croire à travers cette question sur les personnels qu'ils sont, parce que visiblement, à première vue, moins bien lotis que leurs homologues dans l'école privée, ils seraient responsables, voire coupables, d'un choix des familles pour l'école privée. Déjà parce qu'il faut cesser le fantasme, et ça a été largement soutenu par les chiffres ce matin, cesser le fantasme que privé égale personnel mieux recruté, personnel mieux formé, personnel mieux remplacé, personnel mieux considéré. Alors, si c'est peut-être le cas de minorité d'établissements dits prestigieux, c'est évidemment faux pour la très très grande majorité. Et ce fantasme, il est selon nous, au SENSA, largement entretenu par les décideurs eux-mêmes, qui contribuent à nourrir la confiance, parfois quasi aveugle,
des familles et de toute la société dans une école parce qu'elle est privée. Parce qu'il y a une différence. Mais cette différence, elle réside dans les conditions d'exercice et donc dans les conditions d'apprentissage aussi. Les élèves sont choisis. Les IPS sont différents. Le niveau est différent. Peut-être le comportement est différent, je dis bien peut-être, parce qu'il y a des choses qui restent à prouver. Les budgets pour les projets sont différents, ça c'est une certitude. Les indemnisations aussi, on l'a vécu avec le pacte ces 2 dernières années, où on a vu une surutilisation, surconsommation du pacte, donc une rémunération supplémentaire pour les personnels dans les écoles privées, parce que la liberté d'organisation permise a laissé cette possibilité. Et donc, par conséquent, les salaires sont différents, les missions sont différentes, et la santé aussi. Les conséquences sur la santé aussi peuvent sembler moins problématiques. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré cet écart des conditions d'exercice, les personnels du public font réussir un très, très, très grand nombre d'élèves chaque jour. En proportion, les personnels de l'école publique, je dis bien tous les personnels de l'école publique, parce qu'on voit ceux qui sont au front, les enseignants, mais derrière, il y a tous les administratifs, les techniciens, les infirmières, tous les professionnels de santé. Tous ces personnels-là, avec beaucoup, beaucoup moins de moyens que l'école privée, ils font réussir bien plus d'élèves et des élèves plus en difficulté à la base. Et donc pour nous, ils jouent à ce titre un rôle majeur pour une société plus juste, pour une société plus unie. Déjà, ils instruisent, ils éduquent, ils accompagnent les élèves, non seulement chacun dans leur avenir propre, mais surtout, ils accompagnent les élèves à vivre ensemble et pas séparément. Ils incarnent aussi auprès des familles, et souvent les plus fragiles, qu'à l'école, on ne laisse personne sur le bord de la route. Ça transforme une société aussi quand elle est faite de familles où on ne se sent plus exclu. Alors moi je me dis, imaginons ce que réussiraient les personnels de l'école publique et laïque si on leur donnait plus de moyens. Alors oui, c'est vrai que les défis qu'ils relèvent au quotidien pour plus d'équité et de justice sociale devraient être amplement reconnus avec une toute autre politique des ressources humaines pour qu'ils soient mieux rémunérés, mieux formés, pour qu'ils soient mieux accompagnés dans leur santé et surtout qu'ils retrouvent confiance dans leur institution parce que là où le bas blesse, c'est clairement la confiance dans l'institution. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir des familles qui se retrouvent en confiance avec des personnels alors que ces personnels eux-mêmes ne sont pas en confiance avec leur propre institution. Et cette confiance aujourd'hui, elle est clairement rompue. Il y a, et ça c'est le baromètre aussi une éducation qui nous le prouve avec les chiffres, il y a un fossé qui s'est creusé entre l'image que les personnels ont de leur métier, de la mission qu'ils se sont confiés et vu confier en s'engageant dans l'école publique et laïque, et ce qu'ils voient au quotidien des choix faits des décideurs. Il y a un paradoxe très important qu'on ne peut que déplorer ces dernières années. Déjà, alors quand on est personnel de l'éducation nationale, on sait bien qu'avant même l'école, avant même que les enfants, d'accueillir les enfants, et puis au-delà d'ailleurs du sujet de la seule école, le modèle économique du pays, qui est choisi pour une grande part par un gouvernement, mais qui est aussi subi dans un contexte international sur lequel on n'a pas toujours la maîtrise, il tend de plus en plus à rendre difficile l'accès à la culture, aux soins, à la santé, au monde du travail aux plus défavorisés.
Mais quand on est personnel de l'éducation nationale, on se dit qu'on va forcément avoir des choix, des politiques qui vont essayer d'enrayer ce qui nous confie des élèves qui subissent autant d'inégalités. Or, les choix politiques de ces dernières années, en matière d'éducation, qu'ils soient nationaux ou sur certains territoires d'ailleurs, ont aggravé cette situation, cette injustice. Ils privilégient financièrement l'école privée sous contrat au détriment de l'école publique. Et quand je dis financièrement, c'est de multiples façons. Ils octroient des libertés où ils ferment les yeux sur des éducations qui sont non remplies à l'école privée sous contrat pour la rendre plus attractive aux yeux des familles, mais aussi des personnels. Pire, ils portent un discours au mieux d'égal à égal entre école privée et école publique. Ils mettent l'accent sur le même service, sur les mêmes programmes, sur les mêmes enseignants. Et cela contribue à banaliser, à lisser le droit du privé de choisir ses familles. Ce qui éloigne les esprits, y compris parfois les nôtres, que finalement le seul droit qui devait primer, c'est celui des familles de choisir l'école publique, sans peur, sans doute, sans hésitation, sans frein organisationnel et même sans culpabilité. Donc, je terminerai en disant une grande fierté d'être membre du CNAL en tant que SEUMSA, le CNAL qui a mis en lumière cette thématique de choisir l'école publique, qu'on l'a vu encore ce matin, est une question qui a été finalement très peu étudiée, en tout cas très peu chiffrée, pendant de très nombreuses années. Pour moi, ce colloque, il n'est pas une finalité d'un projet ou d'une étude, il est le début, et même je vais peut-être dire la renaissance d'un combat que l'on doit mener ensemble, vous l'avez dit Émilie. Les personnels ne pourront pas tout seuls, mais par contre, ils auront besoin d'un collectif pour pouvoir être fiers de porter l'école publique et laïque, d'être conscients qu'ils font beaucoup mieux, finalement, que l'école privée, avec beaucoup moins. Donc, prêt à continuer ce combat qui sert pas que l'école, mais toute la société. Et un grand merci également à Marie-Laure, qui, avec cette thématique, a tout de même orchestré et mis en œuvre cette journée qui, je vais le dire comme ça, nous fait un grand bien à tous. Merci beaucoup, Elisabeth, avec une très belle transition pour ce que tu m'offres, puisque j'allais passer la parole à Grégory, puisque tu as parlé de l'école, de la promotion de l'école publique, et tu as ajouté à juste titre laïque. Et effectivement, en tant que membre, Grégory, du collectif de défense de l'école publique, laïque évidemment, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire comment se positionne le collectif, et évidemment, s'il y a une école publique à défendre, c'est qu'elle est attaquée, donc nous en dire un peu plus là-dessus, et faire le lien, on le fera encore plus profondément avec Yanis juste après, parce qu'on est encore aussi dans une période de célébration des 120 ans de la loi de 1905, avec le principe de laïcité. Encore une fois, on a beaucoup lié aujourd'hui les termes de public et de laïque. Bien, merci beaucoup, bonjour, merci au CNAL de l'invitation. Tu m'as présenté comme membre du collectif de l'école publique laïque. Je précise aussi que je suis ici au titre de la FSU et que je suis secrétaire national du SNES-FSU, le syndicat de l'enseignement second degré, dans l'école publique. Ce collectif, nous avons à la FSU l'idée que l'école publique étant à l'os et étant attaquée, comme vous l'avez démontré tous les uns et les autres, il était peut-être nécessaire que nous sollicitions le mouvement laïque pour remettre l'Église au milieu du village, si je puis dire, c'est-à-dire retrouver quand même le sens commun minimal de défense d'une école si utile à toute la population et à toute la jeunesse partout dans le pays. Et nous sommes assez fiers à la FSU d'avoir proposé cette initiative, ça veut dire que nous voulons la ramener à nous,
mais nous avons bien constaté qu'elle était utile puisque nous avons réussi tous ensemble à réunir plus d'une trentaine d'organisations autour de la défense de l'école publique sur cette base, cette idée que c'est un projet politique. Moi, quand j'ai vu le sujet et votre invitation, j'étais ravi parce qu'effectivement, c'est une question... Ah. Ah, voilà. Au moment où j'évoque la FSU, boum. Ah. Il n'y a absolument pas de censure, absolument pas. C'est bien pensé. C'est bien organisé quand même. Évidemment, ce sera déduit de ton temps de parole. Bien sûr, évidemment. Ah ouais. Il va y avoir une sonnerie ou deux, peut-être, non Alors, c'est peut-être un problème d'enregistrement, mais sur quoi vous m'entendez correctement? Donc, vous me dites si... Tu peux continuer. Je continue. Donc, on considère que c'est un projet éminemment politique et il y a eu tout le monde est pensé comme nous dans le mouvement laïque, puisque plus d'une trentaine d'organisations, dont l'Association française des villes éducatrices, la Ligue des droits de l'homme, par exemple, l'ensemble des composantes du CNAL, et dans le champ syndical, petit exploit, on a quand même réussi à mettre autour de la table sur ce sujet-là de défense de l'école publique laïque, Sud, la CGT, l'UNSA et la FSU. Et vous savez bien, sans doute dans la salle, que par exemple sur des questions de laïcité, les positions de Sud et de l'UNSA ne sont pas exactement pile poil, et d'ailleurs aucune de ces organisations n'est complètement alignée sur la laïcité. Mais ça montre bien qu'il y avait une urgence politique à réagir. Et le collectif, il a communiqué, donc à partir de janvier 2024, on a eu une tribune qu'on a écrite collectivement et qui a été publiée par Le Monde. Et le collectif, il a construit sa première tribune autour de deux idées. La première, c'était qu'il y avait un séparatisme scolaire et social qu'il fallait combattre en mettant en avant l'ambition laïque, les ambitions civiles, sociales, intellectuelle de l'école publique, et on fait l'unité sur ce sujet. Je crois quand même que c'est assez admirable de faire l'unité sur le sujet des ambitions multiples, civiles, sociales et scolaires de l'école publique et laïque. Et la deuxième idée, c'est qu'il y avait un problème de financement incontestablement. Et qu'il fallait peut-être qu'on remette dans le débat public le fait que dans la situation dans laquelle nous sommes, y compris la situation budgétaire que tu as évoquée, Yannick, consacrer pour l'État 12 milliards d'euros à une école qui est à 97% catholique, qui ne respecte pas le cadre de son contrat, et ça a été encore réaffirmé ces dernières semaines par le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, il y avait peut-être nécessité à rappeler que pour nous, il fallait effectivement améliorer le contrôle de l'enseignement privé sous contrat, limiter les financements au strict minimum et créer la bataille culturelle nécessaire pour mettre en perspective la fin du financement public de l'enseignement privé, serment de Versailles, auquel nous sommes un certain nombre à ne pas renoncer. Et il y a une dynamique qui s'est enclenchée, et le collectif est en train de construire et va sortir un plan pour les municipales, pour essayer d'aller vers les municipalités, les collectivités territoriales, mais en l'occurrence, là pour Mars, les municipalités, pour défendre cette idée. Je voulais dire, de ce point de vue-là, développer un point quand même essentiel qui était, parce que tu avais lancé aussi sur le lien avec les familles et faire vivre la laïcité scolaire, il nous semble, réaffirmer ces fameuses ambitions que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'école publique a été laïque bien avant la République et que ses fondements ne portent pas uniquement sur une séparation structurelle des églises et de l'État. Et que dans la création intellectuelle, idéologique, politique de l'école publique, il y a des ambitions bien plus larges et celles-ci donnent du souffle. Elles donnent une respiration laïque dont peut-être nous avons perdu, en raison des politiques publiques qui ont été menées par un certain nombre de gouvernements, la capacité de les porter. Une école qui a la nécessité d'accueillir tout le monde et qui essaye de lever l'ensemble des tutelles et des assignations auxquelles nos élèves, les familles, les établissements parfois eux-mêmes, sont renvoyés. Et cette ambition-là, elle ne peut pas, et tu évoquais la formation, Elisabeth, on a noté, nous aussi, qu'il y avait dans les référentiels qui nous sont proposés un effort sur la laïcité de l'école, les principes et valeurs de la République. Mais il nous semble à la FSU que ça ne peut pas porter sur la forme d'un enseignement qui serait dogmatique. La laïcité, si on veut la faire vivre, il faut en faire comprendre l'utilité à tous les élèves. Et il ne s'agit pas d'essayer de faire réciter un missel, parce que, par exemple, la charte de la laïcité qui est évoquée parmi les premiers éléments qui est évoqué dans le référentiel,
La FSU l'a soutenu, la charte de la laïcité de Vincent Payon, au SNES, aucune difficulté, on était à fond derrière. Mais ce n'est pas parce que les enseignants vont connaître la charte de la laïcité que nous aurons tous la capacité d'emmener les élèves vers la compréhension de l'utilité politique, sociale et intellectuelle pour eux d'être dans l'école laïque et de voir ce qu'elle peut leur apporter. Et ça passe dans un élément de reconstruction de la confiance avec les familles et les élèves que vous évoquiez dans la préparation de ce colloque et que je voudrais développer pour terminer mon propos. Vous voyez, j'ai été assez court, je ne voulais pas que la FSU envahisse le colloque. Mais je voulais porter sur ces 2-3 points précis. La laïcité scolaire, c'est donc pas un dogme, et ça nécessite que l'école publique soit en capacité d'accueillir réellement tous les élèves, et y compris d'accueillir toutes leurs paroles. Il y a eu, il nous semble, une obsession du contrôle des élèves ces dernières années. Il faut effectivement interdire tout propos qui contrevient à la loi. Il faut absolument faire un effort éducatif et parfois aller jusqu'à des liens avec les services de l'État quand, très clairement, des élèves, des familles sont en dérive vis-à-vis du cadre républicain sans aucun contexte. Mais ça ne doit pas nous amener à exiger des élèves qu'ils soient laïcs. Parce que exiger des élèves qu'ils soient laïcs, il nous semble que ça déconstruit totalement le principe émancipateur contenu dans la laïcité et dans le souffle égalitaire qu'il y a dans le principe de laïcité. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on dise aussi aux collègues dans les formations qu'ils sont armés intellectuellement en raison de leur formation disciplinaire, de leur savoir et de la formation qu'on va leur donner pour accueillir toute la parole et la remettre à sa place. Parce qu'on peut très bien avoir des propos anti-laïques qui ne contreviennent pas à la loi. Notre rôle, c'est d'expliquer en quoi ces propos anti-laïques, s'ils sont parfaitement acceptables du point de vue de la loi, ils ne s'inscrivent pas dans la perspective que nous avons de créer l'émancipation, l'égalité, de placer le savoir, pas à égalité du tout avec opinion et croyance. Et cet élément-là, j'insiste, c'est quelque chose dont peut-être les collègues n'entendent plus parler depuis longtemps. Je pense qu'il y a eu, pour des raisons qu'on peut comprendre, des raisons de sécurité publique, d'émotions très très fortes, il y a eu une obsession et peut-être une politique de la peur un peu, une réaction à la peur provoquée par un certain nombre d'événements, qui fait qu'on a affaibli l'école publique dans cette dynamique. Et je crois que l'une des batailles à mener culturelles, c'est de montrer à tout le monde que cette dynamique émancipatrice, cette dynamique intellectuelle, elle est très utile pour tous. Et ce n'est pas un objet de contrôle, l'école publique, c'est un objet d'une respiration intellectuelle gigantesque qui est bien plus agréable que d'être obligé d'aller à la messe ou de faire une prière en début de cours de mathématiques, comme le proposait le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique il y a encore 10 jours. Je vous remercie. Ouais, ça va être à toi. Merci, merci Grégory. Non, c'est juste pour introduire le propos de Yanis Roder, à qui je laisserai évidemment la parole, et d'autant plus que Grégory, tu t'as amorcé une forme de transition, puisque le dernier point qu'on voulait aborder lors de cette table ronde, alors qu'on a vu les exigences par rapport aux injonctions nationales, régionales des collectivités, le rôle des uns et des autres, évidemment la place des personnels et des familles, c'était l'école, comme on l'a intitulé, un peu lieu d'émancipation, de transmission aussi, transmission de valeurs, de savoir, etc. Et Yanis Roder, justement, mais Grégory a encore une fois amorcé cette réflexion. Je voulais vous entendre là-dessus. On le sait, on est dans une société polarisée, contexte social fragilisé, avec une école publique qui n'a pas l'image qu'elle devrait avoir au regard de ses résultats notamment, et du fait qu'elle accueille toutes et tous. Comment on peut continuer dans ce contexte-là, Yanis Roder, à assurer la transmission des savoirs communs, des valeurs de la République dans une société, encore une fois, comme je l'ai dit, fragilisée? Comment le principe de laïcité, on peut essayer de tenir entre cet équilibre de l'exigence et puis encore une fois ce principe d'ouverture dont a parlé déjà un peu Grégory. Merci beaucoup. Vaste question, et Grégory on a déjà abordé une bonne partie en réalité par les réponses qu'il a apportées. Effectivement, nous sommes dans une société de plus en plus polarisée, et une société qui ne donne pas nécessairement, et ça a été dit tout au long de la journée, même si je suis arrivé très tard, mais j'ai cru comprendre que ça avait été dit, la société qui ne donne pas à l'école publique l'écho qu'elle devrait avoir, notamment en termes de réussite et en termes de résultats. Donc, effectivement, l'école de la République a été pensée comme un outil à la fois émancipateur. Pourquoi émancipateur? Parce que l'école de la République prend les enfants comme ils sont, en essayant justement, en leur proposant, et ça c'est très important aussi, je crois,
en leur proposant l'émancipation. C'est-à-dire que l'émancipation, elle n'est pas imposée. Et l'école, d'ailleurs, d'une manière générale, ne demande pas l'adhésion. Elle tient un discours basé sur la science et la raison, et elle fait confiance en ses enseignants, elle a confiance en ses enseignants, qui, à travers ces discours scientifiques et ces discours basés sur la raison, vont permettre aux élèves de faire le choix de l'émancipation, c'est-à-dire de se détacher de ce qui les détermine en premier lieu, de manière à penser de manière autonome, à se dégager des dogmes pour construire une manière à eux, à chacun d'entre eux, de penser. Je crois qu'on n'imagine pas l'effort que cela demande à des enfants. L'effort absolument gigantesque que c'est de dire à ses parents, parce que son milieu, c'est d'abord ses parents, on ne va pas se raconter d'histoire, de dire bah, « je ne pense pas comme toi ». Et c'est hyper dur, ça. Moi, quand j'ai dit à mon père que j'étais trotskiste alors que lui était stalinien, c'était hyper dur. Ça a été très, très compliqué. Bon, on va mieux tous les deux. Mais voilà, mais c'est pas facile. Je veux dire, je le dis en rigolant, mais évidemment que c'est très difficile. Et donc, il y a aussi cette histoire du conflit de loyauté, si vous voulez, qui existe à l'école, entre ce que découvrent les élèves grâce aux enseignements, grâce aux professeurs, grâce au principe de laïcité. Et j'apprécie beaucoup que Grégory ait cité Catherine Kinsler avec sa fameuse respiration laïque, parce que c'est formidable, cette respiration laïque. Qu'est-ce que c'est que la respiration laïque? C'est l'idée, justement, qu'à l'école, on est dégagé du poids de ce qui nous détermine en premier lieu. Et on peut être différent, si vous voulez, de sa différence, pour le dire autrement. Et ça, c'est une liberté extraordinaire. Et le fait que les élèves y goûtent à cette liberté, à cette possibilité de la liberté pendant 15 ans, doit permettre, parce que c'est aussi quand même le but de l'école de la République, doit permettre à ces élèves de devenir des citoyens à part entière, capables de faire des choix de citoyens, capables de penser par eux-mêmes et surtout de pérenniser la République. Parce que c'est aussi pour cela que la laïcité scolaire a été pensée. La laïcité scolaire, elle s'est construite dans l'idée qu'il ne fallait pas que la monarchie revienne. Et pour pas que la monarchie revienne, il fallait dégager les esprits de la mainmise monopolistique de l'Église, si ce n'est les petites communautés juives et protestantes, bien sûr, mais de l'Église sur les âmes d'enfants, je vais le dire comme ça. De manière justement à ce que la question religieuse soit renvoyée à la sphère privée. On retrouve là la séparation du public et du privé. Et donc, chaque enfant a la possibilité de recevoir cet enseignement religieux si sa famille en fait le choix, mais à l'école, il va s'ouvrir sur la science, sur la raison et sur des choses qu'il n'aurait jamais pu découvrir s'il n'avait pas été à l'école. Et donc, c'est extrêmement important de rappeler cela, de rappeler, et encore une fois, Grégory l'a dit, que l'école de la République, c'est l'école de l'émancipation, c'est-à-dire l'école de la libération, l'école et c'est ce qui nous différencie avec les Américains, si vous voulez. Aux États-Unis, et si on prend le modèle français, le modèle, je vais aller très rapidement là-dessus, mais le modèle américain, nos élèves, ils adorent le modèle américain. Pourquoi ils adorent le modèle américain? Parce qu'ils sont abreuvés de séries, de clips de rap, etc., anglo-saxons. Et ouais, mais c'est cool, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr. Mais aux États-Unis, parce qu'il y a ce que Thomas Jefferson a appelé le mur de séparation, l'État a l'impossibilité d'intervenir sur les individus, en termes de croyance, hein, j'entends, hein, en termes de... et donc, à l'école, aux États-Unis, on ne va pas vous dire, on va jamais vous dire, non, tu n'as pas le droit de penser cela. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Au lycée français, s'il y avait un prof de SVT qui veut un jour demander sa mutation au lycée français de Dallas, je vais vous donner à réfléchir 2 minutes, le board du lycée, c'est-à-dire, vous savez, aux États-Unis, ça fonctionne avec des boards, les parents sont très importants dans les boards, les bureaux qui décident. Il a été décidé, c'est la loi de l'État, qu'un prof de SVT devrait enseigner à égalité de temps la théorie de Darwin et ce que les Américains appellent le dessin intelligent. C'est-à-dire le monde a été créé en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Imaginez la tête du prof de SVT formé à l'université française qui arrive à Dallas et qui dit pendant 3 heures, tu vas enseigner le dessin intelligent. Crise cardiaque. Mais bon, voilà, il a choisi Dallas. C'est un univers, comme vous savez, impitoyable. Et donc,
C'était plus fort que moi. Et donc, voilà ce que c'est que le système américain. On doit respecter la sensibilité de chacun. L'école de la République n'est pas l'école de la sensibilité. Et plutôt n'est pas l'école qui relève d'un supermarché de la sensibilité. Bien au contraire. L'idée est vraiment de prendre chaque enfant et d'en faire un citoyen en lui permettant d'accéder à la liberté, à l'émancipation. Et encore une fois, d'où l'importance de rappeler qu'il n'y a pas d'obligation. Si je suis très croyant parce que mes parents me l'ont dit à 3 ans et que je reste très croyant parce que mes parents me l'ont dit à 18 ans, c'est mon droit le plus strict. Et il faut le rappeler. C'est très important parce que c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté fondamentale. Alors cela, pour revenir sur le sujet, et je ne vais pas être trop long, il y a un sujet qui est extrêmement important parce qu'effectivement, le problème aujourd'hui que nous rencontrons, dans l'absence de mixité sociale et scolaire dont il a été question. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, je vais dire les choses de manière un peu crue, cette absence de mixité sociale et de mixité scolaire, elle relève une absence de mixité culturelle. C'est-à-dire que vous avez dans des quartiers qu'on peut appeler des quartiers de relégation sociale, des populations issues d'une immigration plus ou moins récente, qui ont un rapport à la religion, en général, plus important, plus direct, dans la pratique notamment, que la majorité des Français, puisque la France est peut-être le pays le plus sécularisé au monde. Mais il y a des poches géographiques où la religion occupe une place très importante dans les familles. Or, quand ces élèves se retrouvent ensemble dans des écoles ou dans des collèges où effectivement il y a un entre-soi, mais un entre-soi qui n'est pas un entre-soi pour se protéger de l'extérieur, qui est un entre-soi subi, eh bien, l'émancipation, ce que propose l'école, eh bien, devient plus compliqué, puisque l'émancipation à l'école, elle se fait aussi par les échanges entre pairs. Et donc, les échanges entre pairs, moi qui enseigne à Saint-Denis, parce que je suis prof à Saint-Denis depuis 25 ans, quand je pose la question, à mes élèves, enfin, je leur dis, voilà, 51% des Français ne sont pas croyants, mes élèves sont extrêmement choqués parce que pour eux, tout le monde est croyant. Parce que dans leur entourage, tout le monde est croyant. Et le seul qui ne soit pas croyant en général, c'est le prof. Alors le prof, il n'a pas à le dire, mais il se trouve que des collègues le disent. Alors, ils confondent souvent laïcité et athéisme, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, les élèves voient le professeur et donc l'institution scolaire comme une espèce d'interface entre un monde auquel ils n'appartiennent pas et leur monde. Et là, on a une vraie difficulté parce qu'à partir du moment où le monde auquel ils n'appartiennent pas n'est pas leur monde, ça devient difficile de construire du commun avec cela et de faire passer des messages émancipateurs, puisque c'est un message qui est vécu comme venant d'un autre monde en réalité. Et ça, c'est une vraie difficulté. Sur la question de la laïcité et de l'école privée dont on a déjà parlé, ce qui est évident, c'est que, et ça a été question, il en a été question notamment sur les écoles juives et les écoles musulmanes, mais c'est aussi le cas pour des écoles catholiques, il est évident que ces écoles devraient avoir à construire la République autant que l'école publique. L'école publique, elle sert bien sûr à construire la République, mais les écoles privées qui sont financées par l'État devraient contribuer à la construction citoyenne et républicaine. Bien sûr qu'il y a ce caractère propre dont on a parlé, mais je suis désolé, la République, c'est celle de tout le monde. Et nous n'avons pas à construire cette espèce de séparation ou cette espèce de, pour aller plus loin, de séparatisme dans les esprits à travers une manière soit édulcorée, soit éviter de parler des valeurs, des principes de la République. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être absolument rappelé et est absolument essentiel. Donc, on construit une République qui doit concerner absolument tout le monde, et bien sûr également l'école privée. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Pardon. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà commencer par remercier et féliciter les intervenants de cette table ronde qui sont tenus en grosso modo 1 heure
sur leurs interventions est vraiment extrêmement intéressant. Donc merci beaucoup et bravo. Ce qui nous ouvre quand même le champ, c'est aussi l'intérêt de quelques questions de la salle. J'espère qu'il y en aura, sinon j'en ai d'autres, c'est pas bien grave. Alors, une première question. Est-ce que... oui, on va commencer. Puis vous levez la main. Et puis Willy, je t'ai noté également. Vas-y, on va ouvrir le bal. Voilà, merci beaucoup par rapport vraiment à ce témoignage par rapport à plusieurs personnes qui viennent de diversité au niveau de l'école. Et là, c'est là où je parle au niveau de l'école, promouvoir l'école publique d'une dimension collective. Parce que c'est ça qu'on a besoin maintenant par rapport à l'école. Et ce que nous entendons quand on voit qu'aujourd'hui, on peut nier que l'atomisation de collectivité par rapport à donc à l'individualisation. Et en plus, donc, on se rend compte beaucoup plus de difficultés par rapport à la démarche de transformation collective. On le voit, c'est ici, donc il a du mal, surtout quand on parle des écoles, qu'il y a des barrières. Donc tant qu'il y a ces barrières-là, et ben même vous, chaque personne qui veut faire des choses à l'intérieur des écoles, et ben on a ce problème-là. Et qu'on a besoin que ça soit ouvert au niveau association, au niveau aussi donc, de tout ce qui apporte par rapport à un besoin. Même les parents aussi, il ne faut pas que ce soit seulement des spectateurs, mais acteurs aussi à tous les projets qui sont internes, comme on veut par rapport à la FCPE, pour nous. Donc on essaie d'apporter, moi je parle parce que je suis aussi représentant des quartiers prioritaires. Donc les parents, avant, ils sont éloignés. Quand on leur parle, il y a cette confiance par les associations, ils s'introduisent dans les écoles. Et ils participent aussi au niveau de conseil, etc. Mais tant qu'on ne leur donne pas cette confiance, qu'on n'apporte pas une émancipation, c'est d'abord par déjà cette ouverture d'émancipation des parents, avant de parler d'émancipation de l'enfant. Et c'est ça donc qu'on a besoin d'entendre par rapport à tous les acteurs doivent être aussi partants au niveau de l'école, pas seulement les enseignants et pas seulement donc les responsables au niveau politique, mais que ce soit aussi donc un travail collectif qui permet l'ouverture et tomber donc les barrières qui pour avancer, sinon ça sera toujours le même problème. Merci beaucoup. On va prendre aussi une question de Willy et puis ensuite une question ici. Vas-y Willy, je t'en prie. Merci. Alors ma question, en fait, je rebondis sur le titre de la table ronde, un choix politique, et j'aimerais poser une question qui porterait plutôt sur le courage politique, et notamment sur la loi de 2004. Donc ma question, est-ce que d'après vous, elle a permis cette émancipation et aussi cette distanciation par rapport à l'entourage proche, l'entourage familial, mais du coup aussi l'entourage, les voisins et nos camarades de classe, les camarades de classe. Est-ce que cette loi, elle a porté ses fruits pour cette idée d'émancipation alors on sait qu'elle n'a pas fait consensus au départ et que maintenant elle est largement publicitée par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Merci Willy. Troisième question. Oui, moi je voulais juste rebondir. Émilie, tout à l'heure, parlait de l'école et de la prise en charge de l'école qui ne devait pas concerner que l'école, mais aussi l'éducation populaire, ce qui me semble absolument essentiel, et les parents qui s'investissent aussi pas mal. Et Yannick, vous avez parlé de séparatisme qui est largement vécu dans les quartiers politiques de la ville depuis de nombreuses années. Quand on parle de méritocratie ou d'école qui va permettre de s'élever, on voit bien dans les résultats que ce n'est pas du tout le choix. Et à un moment donné, quand est-ce que le pouvoir politique va arrêter cette ségrégation que nous sommes nombreux et nombreuses à subir? Et quand on parle de laïcité aussi, comment en parler justement dans ces quartiers dits politiques de la ville quand le mot laïcité apparaît dans une charte que les parents signent, qu'ils ne lisent pas quand ils ne savent pas lire? C'est quand même assez hallucinant. Il n'y a pas une action dans les établissements là-dessus. Je rappelle que c'est les 120 ans de la loi et que moi, personnellement, sur mon territoire, aucune des écoles ne nous a appelés pour faire quoi que ce soit. Nous le faisons en tant que communauté éducative avec toute l'éducation populaire. Donc, à un moment donné, quand est-ce que le pouvoir public va s'emparer réellement de cette question et poser la laïcité clairement et l'échanger? Parce que ça ne se... Il faut que ça se concrétise réellement. Donc voilà, il faut attendre l'échange pour ça. Merci. Et professeur Mieg, vous voulez poser une question également? Oui, je ne sais pas si ça sera une question. Je vais parler à partir de mon expérience. Par l'état au discours du fait de la célébration des 120 ans de la loi de 1905, j'ai calculé qu'entre aujourd'hui et le 10 ou 12 décembre, je vais faire 17 interventions.
dans des lieux aussi différents que les Alpes, Lyon et Toulouse, et quand j'avais des rencontres extrêmement intello avec des collègues d'université, puis dans des écoles et beaucoup dans des collèges ou des lycées. Je suis effrayé par le fait que j'ai déjà fait pas mal dans des lycées ou des collèges, comment on pourrait dire, la méconnaissance, je mesure mes mots, la méconnaissance de ce qu'est le principe de laïcité par les enseignants. De bonne foi d'ailleurs, mais la méconnaissance, si j'ose dire, crasse. C'est-à-dire qui, au lieu d'expliquer aux jeunes en quoi la laïcité est un ferment de liberté, les enferme dans des carcans d'interdit. Alors, moi, je pense que du côté de l'école, je suis fils d'enseignant, neveu d'enseignant, etc. Donc, je connais par cœur l'école de la République. Je crois que de ce côté-là, pour moi, c'est un peu raté. Qu'en revanche, des mouvements, comme celui que je sers, qui est la Ligue d'enseignement, sont beaucoup plus capables d'apporter quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le type de pédagogie, dans le rapport que l'on peut avoir avec les élèves, qui n'est pas le rapport hiérarchique d'un professeur de lycée ou de collège. Et je déplore que l'institution scolaire ne prenne pas plus en compte les travaux, les expériences. J'ai créé moi-même des jeux, par exemple, pour faire comprendre ce qu'est la laïcité. Et j'aimerais que peut-être, ça peut être l'objectif d'ailleurs du groupe auquel nous appartenons tous ici, ce serait peut-être l'occasion, avec ces 120 ans de la laïcité, de promouvoir plus qu'on ne le fait aujourd'hui, des actions latérales d'une certaine manière, qui viennent de l'extérieur, mais qui promeuvent la laïcité, non pas comme une espèce d'élément de plus dans le discours scolaire, mais de fondement de la vie sociale. Et je pense que là-dessus, nous sommes souvent très en retard et que nous pourrions faire beaucoup plus que ce que nous faisons. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, il y a plusieurs questions donc, sur la dimension collective, sur les barrières entre l'école et le monde extérieur, sur l'atomisation versus le collectif, sur le rôle des parents, sur le courage en politique, donc énormément de choses. Je vais donner la parole d'abord et avant tout à Émilie Cuchel, qui devra nous quitter très bientôt pour des raisons de transport, pour répondre à ce qu'elle veut dans ce lot. Oui, parce que nous n'avons pas de TGV jusqu'à Brest. Donc je prends 4 heures aller ce matin et 4 heures ce soir. Désolée, donc je vais partir. Non, je voulais répondre vite fait parce que je pense que c'est un peu dans mon propos quand je disais que l'école n'appartient pas qu'aux enseignants. C'est parce qu'on leur met toute leur responsabilité sur eux. Et la formation, pour moi, qui découvre le monde enseignant et l'employeur éducation nationale, je pense qu'aucun salarié en dehors de l'éducation nationale n'accepterait leurs conditions de travail, pour être clair. Je veux dire, ils n'ont pas de médecine du travail, ils n'ont pas à un moment quelqu'un de... Moi, je viens du privé, on a tous les ans, vous savez, la NAO qui nous dit où on est, quelles formations on a besoin, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer notre métier, quels sont nos objectifs personnels. Alors, c'est peut-être management libéral, Macronie, j'en sais rien, mais n'empêche que ça aide, personnellement, et d'avoir accès au droit aux formations. Moi, j'ai fait partie du projet en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir. On avait réussi à associer pas mal de projets en tant que professionnels, pour le coup. Et c'est vrai, l'enjeu est important, c'est qu'un enseignant aujourd'hui, on en a parlé beaucoup, Evers, la plupart, je ne crois pas me tromper, c'est des enseignantes. On sait qu'une femme sur 10 une femme sur 5 a été victime d'agression sexuelle. C'est les femmes sans formation qui doivent parler de leur propre, des fois, agression. Et apprendre aux jeunes comment ne pas faire et supporter. C'est un vrai sujet de société. Je veux dire, la laïcité, c'est pareil. C'est tant sans formation. Moi, on travaille dans un quartier prioritaire. Je ne sais pas ce que c'est de vivre en situation de pauvreté. C'est une expertise qui est particulière, qui aujourd'hui a nullement enseigné dans l'éducation nationale. Elle devrait être enseignée pour qu'on arrête de demander à des familles de venir avec une valise quand on part en classe de découverte qui n'existe pas, ou un sac de couchage, etc. Enfin, je donne des détails très concrets, mais je veux dire, justement, je pense que l'intérêt qu'une école, c'est plus l'église qui revient au milieu du village, mais l'école, et que l'école appartient et devrait appartenir à tout le monde. Bien sûr que les enseignants, c'est la base, c'est le socle commun, mais tant qu'eux-mêmes ne lâcheront pas leur école, c'est-à-dire que ça ne leur appartiendra pas, mais qu'elle devient collective, et que l'assistante sociale ait droit d'y rentrer, que le médecin, là, on est en train de travailler pour que les dentistes, parce que chez nous, dans Brest, les enfants de CP, on a découvert qu'ils ont jusqu'à 18 caries. Alors, on peut leur apprendre à lire, écrire, compter. C'est avec lire 18 caries en CP.
la santé est complexe. Aujourd'hui, c'est les enseignants qui nous empêchent. On est obligé de le faire en périscolaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur et parce qu'ils doivent faire un programme, parce qu'ils ont leur inspecteur qui leur fout. Moi, quand je dis ça, c'est pas contre les enseignants. Il faut que les parents, la FCPE, entendent ça. C'est que leur institution ne les protège jamais sur ce qu'ils pourraient faire autrement et ne les valorise pas sur ce qu'ils font différent. Parce que tout doit rentrer dans leur programme. Non, mais je n'attaque pas que la FCPE là. Je dis que les parents d'élèves, il faut aussi, et c'est pour ça que je dis que l'école, elle doit être collective. Et que l'intérêt de l'enfant doit être reporté sur l'essentiel, et elle doit être collective, et que ce n'est pas que aux enseignants de tout porter. Et je trouve qu'on leur fait porter beaucoup de choses sans leur apporter grand-chose non plus. Les 4 jours et demi, je pense que les 4 jours et demi ou les 5 jours d'école, c'est les 5 jours d'école des enfants. Après, l'enseignant, face à phase pédagogique, il est un peu moins, qu'il soit qu'à 4 jours. Moi, j'ai aucun problème. Par contre, que l'enfant, notamment des quartiers les plus fragiles, doit être 5 jours à l'école, ça, c'est un vrai sujet. Peut-être parce que je vous voyais étiquer un petit peu, Yanis Roder, sur la réception de la loi de 2004. C'était important. Puis ensuite, Grégory, j'aimerais bien aussi t'entendre. Non, j'ai pas tiqué. J'ai juste levé un sourcil quand j'ai entendu la loi de 2004 aller plébisciter. Moi, j'aimerais bien. Mais j'aimerais bien. En fait, en réalité, on s'est rendu compte, on avait fait une enquête à la Fondation Jean Jaurès, que si elle est plébiscitée par les professeurs qui, en gros, ont plus de 35 ans, ce n'est pas le cas des professeurs qui ont moins de 35 ans. Et on tombe sur des chiffres autour de 75%, si vous voulez. Donc, alors, évidemment, si un président de la République était élu à 75%, tout le monde crierait au plébiscite en France. Hein, on est d'accord. Mais je crois qu'on ne l'a pas fait pour Chirac en 2002. Donc, quoi qu'il en soit, cette loi aujourd'hui, elle est largement soutenue par les personnels de l'éducation, mais elle est aussi critiquée en interne, notamment par les organisations syndicales, je vais le dire très clairement, qui, dans certaines sections, considèrent que c'est une loi raciste et sexiste. Alors, je mets des guillemets, raciste et sexiste. Le sociologue et économiste Éric Morin, dans une étude récente, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, un petit bouquin qui est paru à la République des idées, qui s'appelle « 3 leçons sur l'école de la République ». Une des 3 leçons porte sur les résultats de la loi de 2004 concernant des cohortes de jeunes filles qu'il a étudiées et qu'il a identifiées comme musulmanes, de culture ou de tradition musulmane, et il les a suivies avant et après la loi de 2004. Et ce qu'il en conclut, c'est que aussi bien les garçons de culture ou de tradition musulmane qu'il a identifiés dans les corps sur lesquels il a travaillé n'ont pas progressé ou n'ont pas accédé davantage à une ascension sociale qu'auparavant. En revanche, les jeunes filles, oui. C'est-à-dire que ce qu'il constate, c'est à la fois une élévation du niveau de diplôme global, moyen, de ces jeunes filles, une ascension sociale de ces jeunes filles, et, last but not least, davantage d'unions que je vais appeler exogames, voilà, je vais dire comme ça, en dehors de leur communauté de départ. Donc, on peut voir là, je crois, des effets, et notamment sur la question de l'accès au diplôme et de l'ascension sociale, des résultats positifs de l'interdiction de la manifestation d'une appartenance religieuse par le port de vêtements dits ostensibles. Donc, ça me semble assez important de le souligner. Cette étude, c'est un article, est peu connu malheureusement. Pourtant, il est extrêmement important sur les résultats de cette loi. Cette loi, d'ailleurs, je me permets de le rappeler, qui avait été décidée à la suite du travail de la commission Stasi, laquelle avait été extrêmement sensible aux témoignages des acteurs de terrain concernant notamment les pressions auxquelles étaient soumis des élèves de la part de leur entourage immédiat ou des cercles de sociabilité qu'ils fréquentaient. Et donc c'est pour protéger les élèves de ces pressions que cette loi a été décidée. Mais je me permettrai aussi de rappeler que dans le rapport de la commission Stasi, il y avait d'autres mesures envisagées
et notamment la prise en compte de fêtes religieuses autres que les fêtes chrétiennes dans le calendrier. Il avait été proposé, par exemple, et c'était notamment le combat de Patrick Weil, il avait été proposé qu'une fête musulmane et une fête juive soient chômées. Ça peut-être beaucoup de jours chômés, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas été retenu. Mais le geste aurait été symbolique. Et il devenait plus difficile de dire aux contempteurs de la loi, c'est une loi qui vise expressément une communauté. Parce qu'il y avait autre chose, une reconnaissance symbolique importante qui aurait été faite de l'autre côté. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été retenu par le président de la République. Je ne sais pas si on le paye aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ça n'a pas favorisé, je crois, la compréhension par tous de cette loi. Merci, Grégory. Oui, plusieurs points. Je voudrais vous remercier, monsieur, pour votre intervention, parce que j'avais oublié de parler de la démocratie, et donc les associations, les parents d'élèves, les municipalités, les collectivités territoriales. Une des différences majeures dans le fonctionnement de l'école publique gratuite, laïque et obligatoire et de l'école privée sous contrat, c'est le fonctionnement démocratique de nos établissements publics locaux d'enseignement. Et de ce point de vue-là, nous avons une responsabilité collective, syndicale notamment, très très forte, parce qu'il y a des personnels qui ont une responsabilité très forte dans l'école de faire vivre cette démocratie. Et l'institution, j'y reviendrai sur la question de la laïcité, l'institution, depuis un certain nombre d'années, n'est pas portée à faire vivre cette démocratie et à demander, par exemple, au personnel de direction, comme ça à tout hasard, de faire vivre pleinement la démocratie de l'EPLE et de respecter son cadre réglementaire et légal. Or, c'est dans les conseils d'administration, notamment, pas que, mais aussi, qu'on peut avoir la parole des parents d'élèves, des collectivités territoriales, et que même elles peuvent participer à la définition du projet d'établissement, dont nous espérons, nous, à la FSU, qu'il soit inscrit le plus largement possible dans un cadre national et réglementaire et pas territorialisé, mais n'empêche que c'est un moment pour faire vivre aussi des ambitions laïques de l'école publique et de faire que l'ensemble de la communauté éducative se retrouve autour de ces ambitions. Ceci est très, 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 très amoindri par la pratique de l'institution et aussi parfois, on peut se le dire entre nous comme ça tout à fait gentiment, par les penchants managériaux d'un certain nombre de personnels de l'éducation nationale qu'on peut retrouver à plein d'endroits et pas seulement à la tête des établissements scolaires. Sur, moi je peux utiliser dans ce que vous avez dit, mais Monsieur Miaille, mais je pense que la responsabilité ne revient pas au personnel. Je pense vraiment que l'obsession de la laïcité étant un ensemble de normes auxquelles ils font se conformer et la peur, voire même l'opposition à faire vivre les ambitions émancipatrices que tu as évoquées, a donné ce résultat-là, c'est-à-dire d'une laïcité neutralisée. Et par exemple, quel enseignant ayant débuté dans les 15 dernières années s'est entendu dire dans formation des phrases comme « si vous êtes neutre dans l'exercice de vos missions, l'école publique, elle, n'est pas neutre ». Je mettrais bien ma main à couper, une des deux au moins, que pas grand monde. Parce que ceci fait très peur. Or, voilà quelque chose qui est de nature à asseoir les personnels, quels qu'ils soient. Si on leur dit qu'effectivement, savoir, opinion, croyance ne sont pas à mettre sur le même plan, et que l'école publique a fait le choix du savoir, sans rejeter à une infériorité la croyance ou l'opinion, mais à ne pas les mettre sur le même plan. Non, l'école publique n'est pas neutre. Vous dites ça à un certain nombre de collègues, et je pense que ça peut leur faire peur, et y compris avec les risques que tu as évoqués. En 30 secondes, la loi de 2004, c'est un sujet pour nous, le SNES et la FSU en 2004 sont contre la loi de 2004. Vous voyez, on est contre. On est totalement contre parce qu'on considère deux choses. Que le climat dans lequel elle est écrite est un climat de stigmatisation des populations musulmanes ou perçues comme telles. Premier élément. Deuxième élément, ce que tu as en partie évoqué, c'est que nous disions que c'est un peu facile de porter cette loi sur les signes par lesquels les élèves manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse, sans attaquer les autres entorses majeures à la laïcité de la République. Un projet législatif ou des projets législatifs multiples qui auraient permis de laïciser complètement la République, comme par exemple mettre fin au concordat et aux statuts spéciaux d'Alsace-de-Moselle et parfois de territoires d'outre-mer, auraient été très très utiles, comme des dispositions que tu évoquais sur les jours fériés. Toutefois, nous disions dans nos mandats, et je veux que ce soit entendu, mandat de Le Mans pour ceux qui veulent vérifier, que nous soutenons pleinement les principes qui sont à l'origine de la loi de 2004. Et nous disions même que, d'une certaine manière, il n'y avait pas besoin de la loi de 2004, parce que l'absence de prosélytisme dans les établissements scolaires, on pouvait se référer à plein d'autres textes, et par exemple les circulaires Jean Zé, le 36-37, et que c'était parfaitement nécessaire. Et donc,
on peut se dire entre nous très calmement qu'il y avait à partir de 2004 aussi des instrumentalisations de la laïcité qui ont pu affaiblir le soutien à cette loi. Aujourd'hui, nous considérons qu'avec les circulaires qui ont accompagné cette loi, elle a permis d'apaiser des situations, mais nous tenons très très fortement à ce que cette loi soit mise en œuvre de manière égalitaire pour tous les élèves et que ça se fasse dans un dispositif, et c'est prévu par les circulaires, d'accompagnement, je dirais, intellectuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour expliciter quels sont les fondements de cette loi de 2004. Et puis, il faut faire confiance au personnel pour éviter tout prosélytisme. Merci. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vois la secrétaire générale. Non, ça va, tout va bien. Yanis Roder qui voulait ajouter un mot sur... et puis ensuite, on passera la parole et à Yannick Trigance et à Elisabeth. Oui, sur la méconnaissance par les personnels du principe de laïcité. Je pense qu'il ne faut pas s'en étonner. Je veux dire, on a fait aussi depuis 40 ans en sorte, je crois qu'on a cru aussi que la laïcité était installée, que c'était quelque chose de bien compris, que c'était quelque chose d'intégré par l'ensemble des personnels. Moi, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, c'était en 1998, année bénie du football. Et donc, en 1998, jamais on ne m'a dit que ce qu'était la laïcité, et que, bon, on m'a juste dit que j'étais fonctionnaire, mais enfin, je le savais, j'avais passé un concours pour ça. Mais ce qu'était la laïcité, ce qu'impliquait le principe de laïcité en tant que fonctionnaire, jamais on ne me l'a dit. Et pendant des dizaines d'années, on a fait comme ça. Les fondements du statut, par exemple. Voilà, exactement, les fondements du statut, rien, zéro. Et donc aujourd'hui, on arrive avec... Alors, on a essayé, notamment après l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, et face aux difficultés auxquelles se sont heurtés les enseignants en classe, ne serait-ce que pour expliquer les événements, expliquer les choses, parler de laïcité, où on s'est rendu compte, et moi je m'en suis rendu compte sur le terrain, des jeunes profs d'histoire-géographie pas capables d'expliquer ce qu'est le principe de laïcité, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une urgence. Donc on a mis en place, et j'y ai participé, un grand plan de formation. J'ai participé d'ailleurs et j'ai fait le plan avec Édouard Geffroy. Donc on a fait ce plan, on a proposé et on a fait 10 jours de formation à 1500 formateurs sur ces questions-là, lesquels avaient pour mission d'abonder les équipes valeurs de la République et de faire du formation de terrain. Donc, si aujourd'hui, il y a toujours une méconnaissance, je vous assure qu'elle est moindre qu'il y a 5 ans. Donc, ça ne veut pas dire que le travail est terminé, bien évidemment. Et d'autant plus que si vous savez ce que vous avez enseigné, vous, aux 1500 formateurs, vous ne savez pas comment le message passe ensuite et comment il est répercuté, même si, là aussi, il faut faire confiance aux équipes valeurs de la République qui ont été bien formées. Mais effectivement, si les professionnels de l'éducation, que sont les enseignants, ne voient et ne comprennent la laïcité que son aspect coercitif et pas du tout son aspect libérateur et émancipateur, on a tout faux. On a absolument tout faux. Mais c'est d'abord de la responsabilité de l'institution de former ces enseignants pour leur dire que avec le savoir qui est le vôtre, votre savoir est émancipateur par définition. Et vous faites une œuvre laïque en travaillant sur la science et en bâtissant votre savoir à partir de la raison et votre discours à partir de la raison. Mais cela, ça doit être enseigné et enseigné encore aux enseignants. Merci beaucoup. Yannick, quelques mots? Oui, très rapidement, moi je voulais réagir au courage politique et notamment à la question de l'évocation de la politique de la ville, que je relie d'ailleurs à la question de l'éducation prioritaire. Je pense que d'un point de vue systémique, on a quand même un vrai sujet dans notre pays entre deux dispositifs qui se chevauchent plus ou moins et plutôt moins que plus. Moi, je considère que notre honneur se mesure à l'attention que l'on porte aussi aux plus fragiles. Et que lorsque la droite, excusez-moi, je politise un peu les choses, mais enfin quand même, lorsque la droite me dit que l'éducation prioritaire, ça coûte cher, je leur propose de venir dans le département de la Seine-Saint-Denis et de comparer les coûts dans un département où le nombre de jeunes collègues en début de carrière fait que la masse salariale est extrêmement faible et qu'au bout du bout, ça coûte beaucoup moins cher que d'autres départements que je ne citerai pas. Simplement, politiquement, il faut qu'on ait conscience que l'éducation prioritaire, par exemple, ou la politique de la ville, l'objectif, j'en discutais ce midi avec des collègues, c'est quand même d'en sortir. Et que ça signifie, enfin moi je fais partie de celles et ceux qui considèrent que s'il n'y avait pas eu les moyens qui ont été mis, la situation serait certainement beaucoup plus grave que ce qu'elle peut être encore aujourd'hui
au niveau d'un certain nombre de territoires. Je le relie également, ce courage politique. Je prends un seul exemple, la loi SRU. Enfin, on a quand même un sujet dans ce pays. Moi, au conseil régional, je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai demandé à Valérie Pécresse, où je lui ai montré la superposition de la carte en Île-de-France des communes qui ne respectent pas la loi SRU, je suis désolé, mais les communes qui ne respectent pas la loi SRU en Île-de-France, ce ne sont pas des communes de gauche, ce sont des communes de droite. Et donc, c'est, vous savez, not in my backyard, NIMBY, hein, comme les prisons. En fait, on veut bien de la mixité sociale, mais surtout plutôt ailleurs que sur notre ville. Et je pense que pour le législateur, il y a là un vrai sujet, parce que je connais des maires qui chaque année, ils font un chèque, ils payent l'amende, et puis roulent, et on continue comme ça. Donc je pense que politiquement, il y a un certain nombre de sujets comme ces sujets-là, mais il ne faut pas lâcher sur cette question de la politique de la vie, de l'éducation prioritaire, qui permettent quand même à des enfants et à des élèves, donc, mais à des enfants au-delà de l'école, de ne pas finir complètement marginalisés dans des situations où les inégalités sont quand même très très fortes. En éducation prioritaire, elle évoquait tout à l'heure, Émilie, la question de la santé, vous avez 3 fois plus de problèmes dentaires, de problèmes de vue, de problèmes d'ouïe que hors éducation prioritaire. Comment voulez-vous accéder aux apprentissages quand vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à prononcer? Ce qui veut dire que là, il y a politiquement, à un moment donné, plutôt que de la dissémination d'un certain nombre de moyens, il y a la nécessité de concentrer les moyens qui ne sont pas extensibles dans les endroits qui sont les plus en difficulté. Donc oui, il faut du courage politique, toujours sous-tendu, à mon sens, en tout cas c'est ce que nous portons, par cette attention qu'on doit porter aux plus fragiles. Merci beaucoup. Et dernière intervention, donc celle d'Elisabeth. Je vais revenir sur les personnels et surtout la responsabilité qui a été renvoyée au personnel avec 3 éléments. Déjà, le premier, c'est là-dessus que j'ai beaucoup insisté sur mon propos précédent, c'est la nécessité d'avoir un employeur qui valorise les réussites. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on pointe les manques, on pointe les échecs de l'école et forcément des personnels. Voilà, quand on pointe les échecs de l'école, on pointe les échecs des personnels. C'est comme ça que c'est traduit, ça ne peut pas être traduit autrement. Alors qu'il y a énormément de réussites, mais ça fait des années et des années que jamais on a eu un ministre qui s'est félicité des réussites de l'école publique et laïque et de ses personnels. Donc déjà, ça serait un axe très important à pouvoir obtenir. Le deuxième, c'est comment est-ce que les personnels sont les propres promoteurs de l'école publique et laïque. Et ça, on a beaucoup parlé de la formation, et à ce titre, on a fait une enquête l'année dernière, une enquête auprès des personnels de l'éducation nationale, enseignants, CPE, psychologues de l'éducation nationale à ED et à ESH, sur la formation à la laïcité. On a été très surpris par les résultats, alors qu'ils ont conforté des choses que l'on avait déjà, évidemment, mais qui nous ont démontré plusieurs choses. La première, c'est qu'il y avait une vraie conscience de la part des personnels de manquer de formation en matière de laïcité, mais d'en souffrir et de demander à ce que cette formation existe, ou en tout cas soit accrue. Donc il n'y a pas une volonté d'ignorer les choses, il n'y a pas un manque de sensibilisation, ou une volonté de s'occuper d'autre chose. La deuxième, c'est qui montrait, et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs Yanis, c'est que il y a des personnels qui se sentent mieux formés aujourd'hui parce qu'ils reconnaissent qu'il y a mis en place une formation, mais elle est encore, parce que les choses sont longues à s'installer, elle est encore à ses débuts, et les exigences, je vais dire comme ça, les exigences sociétales à ce niveau-là vont tellement vite que la formation ne suit pas suffisamment. Elle est jugée aussi trop théorique, mais parce que le bagage théorique était aussi en retard, est arrivé en retard, donc il était indispensable. Mais aujourd'hui, ce que les personnels nécessitent, au-delà du théorique, c'est comment je fais quand on remet en question l'enseignement que je dispense, quand on refuse de poser tel signe religieux alors que moi je suis censée exiger de la neutralité. Donc c'est du pratico-pratique clairement qui est attendu aujourd'hui dans la formation par les personnels. Et puis une formation qui oubliait certains publics. Ça a été énormément souligné par les contractuels, les AESH. Voilà.
Donc, on en a tiré des enseignements très importants qu'on continue à porter auprès de notre ministère, évidemment. Donc, on a cette formation qui aujourd'hui est insuffisante. Et le troisième volet, c'est celui, pour moi, de la nécessité de créer du commun positif autour de l'école publique et laïque. Vous avez cité les 120 ans à fêter, à célébrer cette année. Nous-mêmes, au SUMSA, on le fait. Mais par contre, est-ce que notre propre ministre nous a invités, nous a incités à fêter les 120 ans? Parce que quel enseignant va se dire « Ah, tiens, je vais fêter les 120 ans cette année ?» Déjà, faudrait-il qu'il ait eu la formation sur comment est-ce que cette loi s'est construite, parce qu'on comprend beaucoup de choses quand on sait comment la loi s'est construite, et sur l'histoire de la laïcité. Et là, on a envie, effectivement, de porter cette fête des 120 ans. Mais c'est l'employeur, c'est l'institution qui doit inciter, justement, qui doit initier. Et ça, c'est pas forcément une histoire de budget derrière, parce qu'on nous renvoie tout le temps le manque d'argent, mais c'est une histoire de volonté et de choix politique. Mais là, on parle des mêmes qui, depuis des années, font d'autres choix. Tous les ministres qui se sont succédés ont associé laïcité avec sécurité, autorité, restauration du respect. Alors que nous, on disait, non mais liberté, laïcité, c'est égalité, c'est paix, c'est unité. Dans aucun registre des ministres qui se sont succédés. Donc forcément, on a davantage une toxicité presque de l'enseignement de la laïcité qu'une fierté, qu'un côté très positif et festif, je vais même me dire, alors que ça devrait être ça. Et je vais même aller plus loin. Quand on a une institution qui, à juste titre, prévoit de rendre hommage à nos collègues Dominique Bernard et Samuel Paty, alors ça c'est une chose, mais on montre toujours le côté très anxiogène, finalement, de quand on a porté la laïcité, on a risqué sa vie. Et pire que ça, à aucun moment, les personnels n'ont été associés à ces hommages. C'est-à-dire qu'on apprend la date comme ça, 2 jours avant, bah tiens, ça va être le 14 octobre. Ah bah ok, on n'était pas au courant, et qu'est-ce qui se passe voilà. Non mais vous allez recevoir une circulaire. Donc il y a presque une obligation, on le fait parce qu'on est obligé, parce que c'est important pour ses collègues. C'est violent pour des professionnels, c'est violent. Donc non seulement il n'y a pas la formation, il n'y a pas l'invitation à faire, mais en plus on montre le côté négatif de pouvoir faire vivre ensemble la laïcité et de la fêter. Donc si on arrive à avoir ces 3 axes, valoriser les réussites de l'école publique et laïque, former correctement et durablement à la laïcité, et en plus fêter la laïcité plutôt que uniquement justement montrer les moments de l'histoire qui sont cruels à ce niveau-là, ben, on aura déjà fait un énorme pas. Et ça, je rejoins ce qu'a dit Émilie précédemment, c'est uniquement dans l'unité et le collectif qu'on y parviendra. Ça, c'est une certitude. C'est formidable. De finir sur ces mots de concorde, qui nous invite à revenir à l'esprit originel de la loi de 1905 et l'utilisation à dessein. Merci infiniment encore une fois à nos invités qui ont respecté le temps imparti. Il y aura encore tellement de choses à dire, mais on va laisser place à la conclusion. Et petite information pour Grégory, il me semble qu'il y a une rupture de faisceau et d'enregistrement juste au moment où tu disais la FSU était contre la loi de 2004 et ça s'est arrêté juste après. Voilà. Plus sérieusement, je vais passer la parole à Madame la Présidente. Merci Mohamed. Ça marche, oui. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette journée riche de débats, d'idées, de revendications, de propositions. Il me revient d'en faire la synthèse et la clôture, en espérant ne pas dénaturer la substance des échanges, ne pas être trop longue. Ça me semble un peu compliqué. Évidemment, je vais souligner la très grande qualité des interventions de nos différentes tables rondes. Et vous remercier tous et toutes qui ont animé le débat, qui ont posé des questions, qui l'ont nourri. Nul doute que les résultats de l'enquête menée et les travaux de ce colloque seront le point de départ d'une réflexion publique collective sur l'évolution de notre modèle éducatif actuel.
Pour la première table ronde, il s'agissait de vouloir mettre en regard le devoir de l'État et les droits des familles en matière de scolarisation. C'était s'interroger notamment sur les tensions et les synergies entre le devoir de l'État d'assurer un même accès aux services publics d'éducation et les droits des familles à bénéficier d'un enseignement laïque gratuit et universel. L'État a l'obligation d'assurer la disponibilité d'un enseignement public sur tout le territoire, de garantir la neutralité de cet enseignement et de veiller à sa qualité, ainsi qu'à la continuité du service public d'éducation. L'école se doit d'être un outil d'intégration républicaine, de lutte contre les inégalités sociales, doit permettre l'égalité des chances, l'émancipation de ses élèves et la construction de citoyens libres et éclairés. Le droit des familles à la liberté de l'enseignement, s'il leur permet d'en choisir les modalités en se tournant vers l'enseignement privé ou sous certaines conditions l'instruction en famille, se doit avant tout d'être le droit à bénéficier d'une offre publique éducative en tout point du territoire. Cela vaut dans les grandes agglomérations, ça vaut dans la grande ruralité, cela vaut pour tous les parcours scolaires, les écoles, les filières secondaires, générales, technologiques, professionnelles, agricoles, et bien sûr pour tous les publics de jeunes, quelles que soient leurs ambitions, leur niveau, leurs difficultés sociales ou scolaires ou leurs besoins spécifiques. Alors aujourd'hui, nos intervenants ont apporté leurs éclairages et leurs idées à cette ambition et à ces problématiques, en nous invitant à innover contre nos habitudes et à inclure dans les droits des familles le droit de nos jeunes à être des citoyens en formation, se nourrissant de systèmes d'information globalisés sans contrôle réel, ce que nous devons désormais ajouter dans l'équation des droits et des aspirations. En nous rappelant la logique marchande qui commande à l'enseignement privé aujourd'hui et que leur implantation dépend aussi des facilités qui leur sont laissées par des élus, voire d'une exclusivité au nom d'une complémentarité qui n'en est alors plus une. En recentrant le débat sur le combat à mener aujourd'hui, face à l'attractivité de l'enseignement privé socialement situé, face au récit d'une meilleure réussite des établissements privés, attachons-nous à déconstruire que nous nous attacherons à déconstruire, et c'est aux établissements publics de ne pas hésiter à le faire, déconstruire les fausses idées et ne pas hésiter également à avoir un discours offensif sur les atouts de l'enseignement public. Battons-nous à armes égales et que l'institution publique communique sur ses forces face à la concurrence des établissements privés, entretenus à 75% par des fonds publics sans contrepartie. Pour notre table ronde numéro 2, nous voulions débattre des choix des familles, des collectivités territoriales, de l'État pour l'école, entre école publique et école privée. C'était une manière de définir quelle école nous ambitionnons pour notre société et quelle place et quel rôle nous voulons pour l'école publique. Face aux inégalités scolaires persistantes, l'école publique doit réaffirmer sa seule légitimité à remplir sa mission d'égalité et de réussite pour tous. L'école de la République ne choisit pas ses élèves. Elle offre à tous, quelles que soient leurs origines ou leur milieu social, les mêmes savoirs fondamentaux, les mêmes valeurs républicaines, et a la volonté de corriger les inégalités territoriales et sociales. Ne pas la choisir, c'est participer au séparatisme social et renoncer à sa promesse d'universalisme, d'égalité et de mixité. Faire le choix de l'école publique, c'est faire un choix politique et citoyen, celui de la confiance dans la République et dans la capacité de l'école à faire réussir tous les enfants. C'est faire le choix d'une référence commune, vecteur d'unité, d'égalité et d'un avenir collectif. Aujourd'hui, nous avons également réfléchi sur la réalité de ce choix, en objectivant l'existence d'un mouvement général d'embourgeoisement et par balancier de déprolétarisation des lycées privés depuis 20 ans au moins, également de disparition des collèges privés et des établissements les plus défavorisés depuis 5 ans. Et en constatant cette accentuation du séparatisme social, ainsi que ses effets délétères sur le vivre ensemble et les apprentissages des élèves des milieux populaires. En proposant des solutions de rééquilibrage, en adossant par exemple les dotations et les affectations de postes aux IPS ou à la prise en compte de l'inclusion. En dénonçant le subterfuge de cours de culture religieuse non générale, mais à visée prosélyte, profitant de la définition floue du caractère propre. Ou, par exemple, encore, en ne respectant pas des enseignements qui ne respecteraient pas les programmes sur tout ce qui concerne la sexualité. En donnant des exemples concrets de réussite de politiques publiques de mixité sociale et scolaire basées sur des IPS. En alertant sur des réseaux confessionnels se déployant là où s'affaiblit le service public d'éducation. En réclamant une transparence sur le fléchage des dotations aux établissements privés et en exigeant des sanctions face aux dérives constatées lors des contrôles.
Vouloir enfin parler des choix politiques permettant de promouvoir l'école publique, c'est vouloir affirmer que la défense de l'école publique a besoin d'une vision politique majeure, de moyens et d'investissements. L'école publique incarne un projet politique fondé sur la laïcité, l'égalité et la citoyenneté, qui est essentiel à notre démocratie ainsi qu'à notre cohésion sociale. Promouvoir l'école publique est bien plus qu'une question d'éducation. C'est un choix politique fondamental qui engage la conception même de la République et du vivre ensemble. Face aux logiques de marché et au repli identitaire, l'école publique reste le lieu où se construit la liberté de pensée et l'égalité des citoyens. Soutenir l'école publique, c'est affirmer que l'éducation n'est pas un privilège, mais un bien commun, au service de tous. Promouvoir son attractivité, comme devant être le premier choix éducatif, c'est la doter de moyens sur tous les territoires, permettant l'amélioration des conditions d'apprentissage, des pédagogies innovantes au service de la diversité des élèves, mais aussi la formation continue des enseignants et une meilleure reconnaissance sociale et salariale du personnel éducatif. Aujourd'hui, nous avons tous ensemble donné des solutions pour défendre et promouvoir l'école publique. En soulignant tout d'abord que l'enseignement privé, à ne pas oublier, se nourrit des carences de l'école publique et que nous contribuons à cette concurrence en la finançant. En demandant à profiter de la baisse démographique pour mieux faire école, en abaissant les effectifs classes, parce que l'école, au-delà de son coût, est un investissement dans l'avenir de notre jeunesse. En travaillant en globalité, à l'échelle d'un territoire, sur la sectorisation pour améliorer la mixité sociale. En parlant du vécu des personnels de l'éducation nationale, d'une politique subissant une politique éducative trop souvent à rebours de l'intérêt du service public, qui ne favorise pas leurs conditions d'exercice, qui ne favorise pas les conditions d'apprentissage des élèves et qui continue toutefois à mieux faire réussir les élèves que l'école privée à milieu social équivalent. Nous avons parlé également de la nécessité d'une confiance retrouvée dans l'institution publique pour les familles, membres à part entière de la communauté éducative, à poursuivre cette association avec les familles sur les réflexions concernant l'école, y compris celles qui sont les plus éloignées de l'école, les familles étant également les mieux placées pour être médiatrices quand il y a des difficultés à l'école. Nous avons évoqué également la nécessité d'une revitalisation de l'ambition émancipatrice de l'école proposée aux élèves pour qu'ils se saisissent de cette liberté face au déterminisme. Enfin, d'une dynamique collective, réaffirmer la nécessité d'une dynamique collective, réaffirmée par l'ensemble de la communauté éducative de promotion de la laïcité et de l'école publique. Nos 3 tables rondes ont enrichi le débat incontestablement et fourni des pistes d'action. Les résultats de l'enquête IFOP qui vous ont été présentés ce matin nous ont enseigné aujourd'hui les positionnements et les attentes des familles concernant le choix de l'école publique. Le soutien à l'enseignement privé aujourd'hui en France s'érode et aujourd'hui 3/4 des parents souhaitent scolariser leur enfant dans le secteur public. Les Français dans leur ensemble rejettent désormais majoritairement le financement public de l'enseignement privé qui ne sont plus que 28% à trouver normal. Près de 80% des parents d'élèves réclament un renforcement des contrôles pédagogiques et financiers des établissements privés, l'instauration de réelles sanctions quand le contrat d'association n'est pas respecté ou évidemment quand des dérives intolérables sont mises à jour, comme depuis Bédarame. Enfin, 60% des Français réaffirment leur opposition à ce que le temps d'enseignement ne soit pas un temps laïque. Oui, la prière sur un temps de classe rémunéré par des fonds publics n'est ni admissible ni légal, même dans les établissements privés religieux. Le rapport du CNAL, issu des travaux menés aujourd'hui et tout au long de cette année, contiendra près de 40 préconisations, afin d'assurer la présence et l'accessibilité de l'école publique sur tout le territoire et pour toutes les formations, afin de valoriser les réussites de l'enseignement public, afin de renforcer la formation des personnels, afin de rééquilibrer les financements au profit de l'école publique et de conditionner le financement des établissements privés aux mêmes obligations que celles imposées à l'enseignement public, afin de mobiliser les familles pour une coéducation qui soit vecteur de promotion de l'école publique. Alors cette journée a bien été pour nous toutes et tous une occasion précieuse d'approfondir la réflexion et d'échanger sur les défis contemporains de la laïcité et de l'école publique, d'affirmer notre engagement indéfectible en faveur d'une République fidèle à ses valeurs. À l'école, dans les services publics, dans la sphère associative ou dans la vie quotidienne, la laïcité vient irradier tous les espaces de liberté individuelle en construisant le commun nécessaire au vivre ensemble. Préserver un même accès à l'école publique, à une école publique de qualité pour toutes et tous, c'est défendre cette institution fondamentale qui façonne notre société et prépare les citoyens de demain. L'école publique incarne avant tout le principe d'égalité. Elle ouvre ses portes à tous les enfants, sans distinction d'origine, de religion ou de condition sociale, de niveau scolaire ou de besoins spécifiques.
Elle garantit à chacun le droit à l'instruction, à la découverte et à l'épanouissement. Dans ces murs, chaque élève a la possibilité de s'instruire, de développer son esprit critique. C'est aussi le lieu où se mêlent les cultures, les idées et les parcours différents. Cette diversité est une richesse inestimable. Elle permet à chaque élève d'apprendre le respect de l'autre, la tolérance et la coopération. C'est dans cette pluralité que se construit la citoyenneté et que se forge un avenir commun. Notre école publique est le moteur du progrès social. Elle permet l'accès à l'éducation de toutes et tous. Elle prépare la jeunesse aux défis du monde de demain. Investir dans l'école publique, c'est investir dans l'avenir de la nation. L'école publique est bien, donc, un bien précieux, commun, et il nous appartient de la valoriser. C'est en soutenant ces valeurs, en lui consacrant les moyens nécessaires prioritairement, que nous assurerons à chaque enfant les meilleures chances de réussite et d'émancipation pour lui permettre de devenir un citoyen éclairé dans une société libre, juste, équitable et durable. Vive la laïcité, vive l'école publique et longue vie au CNAL.